J'ai pas de sujet pour la conférence. Je me branche sur le groupe et puis je démarre là-dessus. Plus vous posez de questions, plus on est dans votre monde, et plus les réponses sont utilisables, concrètes. L'énergie du groupe, c'est de là où je regarde, en tant que groupe, c'est une sorte de lutte pour ne pas séparer. Je sens un groupe qui est, et oui ça marche, je vais faire ça aussi, en fait ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on essaye d'arrêter de séparer les choses. Et dans le groupe, ça se joue à multiniveau. Je sens des gens qui essayent de ne pas se séparer de leur conjoint. Comme je sens des gens qui essayent d'arrêter de séparer les mondes, c'est-à-dire la spiritualité et la matière, et d'unir les deux. Enfin, voilà, sur différents plans, ce que je perçois de nous en tant que groupe. Le premier truc qui résonne comme ça, je prends un morceau puis je démarre, hein. Vous m'arrêtez si je vous saoule, vous posez les questions qui vous intéressent. Hein. C'est trop large, alors je débute et puis après on voit où on va. Même si on ne se connaît pas, on apprend un petit peu à se connaître avec voilà, l'échange. Je perçois là par exemple un couple qui a une difficulté, c'est que la question du oui ou du non n'est plus soulevable, on n'a plus le droit de dire non. Parce que, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est agréable lorsqu'on vit son couple, quel qu'il soit finalement, c'est de pouvoir le choisir à chaque instant. C'est d'être tout le temps, comme qui dirait, prêt à redire oui systématiquement. Mais quand on a dit oui à l'un ou à l'autre, on sent qu'on s'engage dans une voie qui fait qu'on n'a plus vraiment le choix. On a dit oui il y a 1 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, on a dit oui. Et on ne sent plus avoir le oui ou le non. On sent qu'on est dans le oui puis qu'il faut faire avec. Et ça peut être intéressant parfois juste d'oser remettre sur le tapis la question de qu'est-ce qu'on fait à deux, qu'est-ce qu'on fait en couple. Oser le remettre sur le tapis pour pouvoir à nouveau choisir. Parce que quand on n'a même plus le droit de remettre le truc en cause, alors là on est loin du choix. On n'a vraiment plus du tout de liberté de choix et ça rend la relation moins transparente qu'elle ne peut l'être. Ça opacifie et ça complique les relations. Donc je ne sais pas pourquoi je parle là-dessus, mais apparemment il y en a que ça intéresse. Ah bah si, c'est moi aussi. Non, ça me parle aussi. Donc l'idée c'est d'accepter de pouvoir discuter de tout remettre en cause pour toujours reprendre la possibilité de choix. Parce que les couloirs dans lesquels on rentre, lorsqu'on se définit une bonne fois pour toutes, sont des couloirs qui finissent par nous peser. Donc lorsqu'on a dit oui à quelqu'un et qu'on est engagé comme ça dans la relation, si on n'a plus la porte du non, dans le manque d'air. Mais de la même façon, lorsque par exemple on a décidé dans la vie d'être quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelque chose qu'on véhicule et on cherche à être ces gens-là, et bien ça crée ce même genre de couloir qui est pas très facile à identifier pour nous, mais qui est une sorte de couloir où en fait dans toutes les situations, ça doit parler, pardon, dans toutes les situations, t'as pas le choix, on compte sur toi, tu es celui sur qui on peut compter, donc ça oblige ta réaction. Dans ta réaction, tu vas être celui sur qui on peut compter. Et si à un moment donné dans la vie, la solution, la guérison pour tous les gens en place voudrait qu'on ne puisse pas compter sur toi, eh bien tu ne peux pas répondre dans l'instant. Des fois, ce qui serait juste de répondre à l'autre, c'est non, tu ne peux pas compter sur moi. Et quand tu es pris dans le truc, tu n'as plus le choix.
tu es le gars sur qui on peut compter. Alors des fois c'est hyper agréable, parce que ça renvoie de la force, on est aimé pour ça, et puis parfois c'est un couloir qui est trop étroit pour nous, parce qu'au moment-là on aura envie de dire non, démerde-toi, et c'est peut-être ce qui amènerait la guérison à l'autre, qui d'un seul coup serait obligé de dire bon je vais le faire, puisqu'on ne peut pas le faire pour moi. Mais c'est pas le truc de... Je pars pas sur faire ou pas faire, vraiment sur l'idée simplement de se sentir responsable. Parce que quand on est dans ces couloirs-là, que je suis en train de vous décrire, c'est assez marrant, mais si à l'intérieur de vous, vous avez pris la décision d'être quelqu'un sur qui on peut compter, ou si vous avez pris la décision d'être responsable à l'intérieur de vous, la vie va vous amener une réalité où vous avez le sentiment que vous n'avez pas le choix. La vie vous amène une réalité qui correspond vraiment à votre vision. Pour vous, si c'est sur vous que ça va retomber, ça retombe sur vous. Si vous pensez que vous êtes responsable des situations, tout se met toujours en place pour que vous ayez à les gérer. Et si on regarde dans la matière, dans le quotidien, on s'aperçoit que effectivement, il n'y a pas d'autre solution, c'est à toi de faire le truc, il n'y a pas le choix. Et c'est là qu'on finit par dire, ah ben j'ai pas le choix, si c'est pas moi qui le fais, c'est pas l'autre. Et je suis bien obligé parce que ma machine elle fait ça, et puis parce que les enfants, et puis parce que... Et on s'aperçoit qu'on vérifie dans sa matière une décision qui a été prise à l'intérieur. Seulement nous, notre façon d'aborder les choses, c'est de regarder d'abord la matière, parce qu'on croit que c'est ce qu'il y a de plus vrai. Et on essaye d'en tirer les ficelles pour comprendre ce qu'on doit faire à l'intérieur de soi. Donc dans un cas comme ça, on regarde la matière, on regarde et qu'est-ce qu'on dit? Ben, j'ai pas le choix. Moi je veux bien, mais j'ai pas le choix. Et de ce j'ai pas le choix naît la séparation entre la matière et la spiritualité. Il y a d'un côté toute cette théorie que vous avez, qui vous émoustille assez pour vous faire venir ici un mardi soir, cette spiritualité qui donne du sens, qui nous fait vibrer, qui nous fait être qui nous sommes. Et puis de l'autre côté, il y a l'autre aspect, l'aspect matière, où là, on n'a pas le choix. Là, j'ai pas le choix, on est bien obligé, il faut gagner sa croûte, on n'a rien sans rien, c'est pas l'amour qui va remplir mon assiette, et ainsi de suite. Je suis obligé d'entrer dans une difficulté, comme ça, dans la matière, pour pouvoir lier les coups. Lorsque je m'aperçois en fait que ce que je vis dans ma matière est tout simplement le résultat de cette décision que j'avais prise, et qui me paraît finalement être une bonne décision. Regardez dans nos vies, si on dit je suis quelqu'un sur qui on peut compter, je suis responsable, je vais vous protéger, je vais vous rendre heureux, je vais vous emmener au bon endroit. On pourrait presque on pourrait presque nous aimer pour ça, pour avoir dit ces choses-là et pour prendre ces positions-là. On a tiré de l'amour à prononcer ça et à vouloir être ces gens-là. Mais ces décisions-là engagent une matière. Et cette matière, lorsqu'elle est engagée, qu'on est dedans, là, on a l'impression qu'on ne peut plus gérer, qu'on n'a pas les manettes, qu'il faut donc naviguer avec la réalité. Ça va, vous avez accroché le wagon, je suis parti direct comme ça. Vous m'entendez au fond ou vous me laissez verser tranquille? La responsabilité, c'est un poids. C'est un choix, mais c'est un poids. Et en fait, c'est un poids lorsqu'on la théorise et qu'on ne l'applique pas. En fait, pour te donner un exemple tout simple et très parlant, la responsabilité est un poids parce que tu es... Il faut juste expliquer ce que c'est la responsabilité depuis là où je regarde. La responsabilité, c'est le fait de comprendre le lien qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. La responsabilité, c'est de comprendre que tout ce qui apparaît dans ma vie est venu d'une de mes décisions intérieures. La responsabilité, c'est le fait d'accepter que ce qui apparaît dans ma vie vient de moi et pas des autres. Moi, c'est ce que j'appelle la responsabilité. Et cette responsabilité-là est légère parce qu'en fait, elle est valable pour chacun. Chacun a cette responsabilité pour lui. Nous avons une espèce d'illusion tridimensionnelle qui n'en est pas une, mais je vais essayer d'être encore plus clair que d'habitude sur cette question ce soir. Nous avons une façon de regarder les choses qui nous fait croire qu'on intervient dans la réalité des autres. Alors qu'on intervient par une part, et il existe une énorme part où on ne peut pas intervenir dans cette réalité, et je vais essayer de clarifier ça aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est responsable de notre bulle, on est responsable de ce que l'on crée, et les autres sont responsables de leur bulle et de ce qu'ils créent. Et ce qui est insoutenable et incompréhensible pour le mental,
c'est que nos réalités coexistent, c'est-à-dire nos réalités coexistent, sont imbriquées complètement, mais dans ces réalités imbriquées, je ne vis que ma réalité et toi que la tienne. Pour te donner un exemple concret déjà vécu, ça t'est déjà arrivé d'être en discussion avec quelqu'un, où toi tu lui dis quelque chose, l'autre te dit bah, tu viens de me dire ça, et tu dis mais non, j'ai jamais dit ça, et l'autre te dit bah si, tu viens de me le dire, je l'ai entendu. Bah, non, j'ai jamais dit ça, c'est toi qui. Et là, en fait, quand tu regardes ça, tout le monde est sincère dans cette histoire-là. Ce que tu verbalises n'est pas forcément ce qui va être entendu. Comme nos intentions sont souvent, en fait, n'arrivent pas au bon endroit. Ça vous est arrivé, cette image est simple, de vouloir mettre un coussin sous la fesse de l'autre pour pas qu'il se fasse mal en arrivant, et puis il s'avère que l'autre vous engueule parce qu'il lui, il avait envie d'arriver sur du dur. Lui, il n'avait pas du tout envie qu'on mette un matelas, lui, il avait envie de sentir le truc arriver. Combien de fois ça vous est arrivé d'essayer d'arranger les choses et puis que l'autre vous dit mais d'où, laisse tomber, c'est ton truc, c'est ta vision. Alors, pour essayer de dessiner une carte de ça, c'est tout nouveau. Je suis, entre la dernière conférence et celle d'aujourd'hui, j'ai plongé un peu plus dans le grand tout pour redescendre de l'information parce qu'il y a une demande là, de clarification à propos de la création de la réalité. Et je reviens avec de l'info toute fraîche pour moi. Je ne sais pas ce que ça vous fera chez vous, mais je vous la délivre, je suis venu pour ça, hein, on parle là-dessus. Je viens de remarquer qu'il y a les notions appartenant à l'être qui en fait traversent toutes les couches de nos corps, comme on peut le voir sur les 7 chakras. L'être concerne les 7 centres d'énergie. Et il y a une part de nous qui est juste concernant le minéral, végétal, animal, ou si vous voulez, première, deuxième, troisième dimension. Et cette part de nous-là et l'autre part coexistent, mais existent de façon distincte. Alors je vais essayer de vous expliquer ça. Voilà comment j'ai compris le truc. Si je prends un objet, je prends un stylo, et je le donne à Élie. Je vais prendre le stylo dans ma main, c'est moi qui l'ai, je le donne à Élie, il va le prendre avec sa main, et il va l'avoir dans la sienne. Je vois, en 3 dimensions, que je peux donner quelque chose à l'autre. Ça marche. Maintenant, ça, c'est du domaine du avoir, faire, paraître, sentir. On est dans la 3D. Et là, les choses voyagent d'un corps à l'autre. Et l'autre, c'est l'autre. Je vois que tu n'es pas moi, tu vois que je ne suis pas toi, et c'est pour ça que je peux communiquer avec toi. Ça, c'est ce plan-là. Et je m'aperçois que par contre, si je veux aimer Élie, et que je lui envoie de l'amour, je peux envoyer. Là, on est au niveau de l'être, c'est-à-dire je suis là, cet amour-là. J'envoie cette qualité d'être amour. Mais si Élie, de son côté, lui a décidé de ne pas s'aimer, je peux l'aimer pendant 20 ans, il ne recevra pas une once d'amour. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Vous donnez pendant des années, vous vibrez votre état d'être pour le donner à l'autre, et il n'arrive jamais chez lui. Lui, en fait, ce qui arrive chez lui, c'est ce que lui donne. C'est-à-dire que celui qui donne du scepticisme vit dans le scepticisme, celui qui donne de la colère vit dans la colère, celui qui donne la joie vit dans la joie, celui qui donne l'amour vit dans l'amour. Mais par contre, on ne peut pas le donner à l'autre. Curieusement, pour ce qui est du domaine de l'être, on reste dans cette sphère où les choses reviennent directement sur moi. Et lorsque je vais faire un acte don de ce que je suis en tant qu'être, ça va arriver chez moi. Pour donner un autre exemple. Donc il y a cet exemple de l'amour, je donne de l'amour, et en fait c'est moi qui m'aime plus à être ça. Et l'autre reste dans sa sphère. Si je parle de la sagesse, je suis là en train dans mon quotidien et je n'ai pas plus de sagesse que je suis juste dans mon quotidien basique. Intervient un autre qui vient et qui a besoin de ma sagesse, qui va me poser une question. Dans la seconde, je vais aller chercher une information que je ne sais pas où, et quand je vais lui parler, et ça vous est tous arrivé, au moment où vous parlez, vous voyez que ce que vous dites est magnifique, que ce que vous dites est sage, et l'instant d'avant, quand vous étiez dans votre quotidien en train de faire votre petite popote, ça ne vous effleurait pas. Et en le donnant, vous le trouvez chez vous. En donnant votre sagesse, vous vous êtes rendu sage. En donnant quelque chose qui est du point de vue de l'être, ça arrive chez moi. Et on peut donner quelque chose qu'on n'a pas? Et non, c'est pour ça. Donc à chaque fois que je donne quelque chose, je m'aperçois que je l'ai. Sinon je n'aurais pas pu le donner. Donc quand je donne de l'amour, j'ai plus d'amour. Quand je donne de la sagesse, j'ai plus de sagesse. Quand je donne de la joie, j'ai plus de joie. Parce qu'à chaque fois que je donne quelque chose, je m'aperçois que je l'ai.
Mais en plus, on s'aperçoit de ça au niveau de l'être. Quand on envoie quelque chose, ça arrive chez soi. On vit en fait dans une bulle où chacun est une espèce de miroir de l'autre. C'est-à-dire que moi, je suis là tout seul dans ma sphère, avec autant de miroirs que de personnes. Et chacun, donc, est tout seul dans sa sphère avec autant de miroirs que de personnes. Ça, c'est une réalité, c'est la seule réalité, en fait, dans laquelle vous plongez dès que vous passez la 3D. À l'étage 3D, ce qui n'est pas une illusion, qui est réel, c'est de la vraie vie, on se touche, et on s'aime, on se fait mal, on se blesse, on grandit, on meurt, ça existe. On vit une réalité qui n'influe pas l'autre plan de réalité. Par exemple, vous pouvez être en 3 dimensions en train de jouer au ping-pong et au niveau de l'être dans une véritable jouissance. Vous pouvez vivre des choses comme ça qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre sans qu'elles ne s'annulent l'une et l'autre. Voilà pourquoi. Quand on est en 3D, tout ce qu'on bouge, c'est avoir, faire. Voilà, sur quoi on est. Dès qu'on est sur être, on peut passer dans les étages du dessus. Et être, on peut l'être tout le temps. Vous êtes en train de jouer au foot, vous êtes en prison, vous êtes au travail, vous êtes malade, vous êtes en bonne santé, vous êtes sur un vélo, vous êtes jeune, vous êtes grand, vous êtes gros, vous êtes moche, vous êtes vieux, vous êtes comme vous voulez. Quelle que soit la situation, vous pouvez toujours être ce que vous voulez. Toujours. Toujours. Vous êtes en prison, vous pouvez être heureux, vous pouvez même vous sentir libre. Vous êtes... dans toutes les situations, votre état d'être dépend de vous, à chaque instant. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on pourrait l'empêcher d'être? Si quelqu'un décidait par exemple d'être triste ici, comment est-ce qu'une autre personne pourrait l'empêcher de créer cette situation? T'as une idée? En commençant à lui donner des conseils, à ne pas prendre tout sur lui. Oui, ça c'est si on n'était pas en train de jouer. Je donne un exemple où on joue à prendre un état d'être. Par exemple, tu joues à être joyeuse et tu fais en sorte que, quelle que soit la situation, tu regardes que tu peux encore l'être. Donc tu te mets dans une situation où d'habitude tu n'es pas joyeuse et tu vois si dans cet instant où d'habitude tu n'es pas joyeuse, tu ne peux pas arriver à l'être quand même si dehors tout te l'interdit. Même si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que votre état d'être est obligatoire. Vous avez remarqué, par exemple, ma belle-maman a perdu son père avant-hier. Et elle a vu tout de suite que la vie, la société lui demandait un état d'être obligatoire. Tu as perdu ton père, tu dois être triste, tu dois être malheureux, tu dois être comme ça. Et elle avait un autre ressenti, et il y avait une vraie bataille à l'intérieur entre la joie de le savoir libéré, la joie de pouvoir le sentir de nouveau plus proche de elle, ou je sais pas, bon voilà, et ce qu'on lui demandait d'être par les états d'être consensuels qu'on a toujours, où on va dans une direction, naturellement, tu me quittes, je suis triste, si tu fais cela ou machin, je suis en colère, si tu fais ceci ou là, je suis joyeux, et on a des codes comme ça pour faire semblant d'être. Vous voyez, par exemple, toute cette réflexion m'amenait à la question de l'amour en 3 dimensions. On dit en fait qu'on peut aimer l'autre. Et moi je vois qu'en 3D, en fait, ce qu'on peut faire, c'est donner à l'autre les signes de l'amour. On peut lui donner une bague, on peut lui donner un collier, on peut lui donner une caresse, on peut lui donner une étreinte, on peut lui donner ce qu'on veut, mais c'est jamais de l'amour. Ce sont des signaux, des symboles, éventuellement un message, mais pas de l'amour. À cet endroit-là, ça passe pas. Ça n'est pas ça qu'on donne. On donne des objets, autre chose. Et pour donner l'amour, oui, ça se donne pas, ça se vit. Ça se vit. Ouais, j'aime. Super. Si on peut partir sur les questions, parce que là, j'ai fait assez de bruit. Il y a une sagesse, on dira universelle, qui nous demande de ne pas vivre comme des êtres humains ayant une réalité, une aspiration spirituelle, mais de vivre comme des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et en étant dans cette dimension-là, on peut tout de suite prendre du recul par rapport à toutes les sensations du 3D. Donc si on se dit, ma nature profonde, c'est d'être un être spirituel, mais je suis en train de vivre une expérience charnelle et matérielle 3D. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mouvement planétaire qui se met en place, cette dimension-là, ou bien c'est encore embryonnaire au moment où nous vivons dans cette époque-ci?
d'après là où moi je suis en train de regarder, c'est-à-dire depuis l'endroit où j'ai placé mon regard pour regarder la scène dont tu me parles, le travail est déjà fait. Depuis là où je regarde, on a déjà en fait basculé et les gens viennent nombreux parce que quelque chose a déjà bougé dedans et on fait des stages pour se révéler à soi en fait qui sont juste regarde t'as guéri, regarde c'est fini, regarde ça y est t'es grand, regarde t'as plus peur, regarde t'as lâché et c'est ça qui se passe. On prend conscience que quelque chose a bougé. Et puis sinon si je rencontre des structures qui sont encore dans la transformation et que j'ai mis mon point de regard ailleurs, je vais aider à cette transformation-là. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout dans ta question, c'est la notion de ne plus du tout rejeter la 3D. De ne pas essayer de plonger dans une espèce d'illusion qui dirait non, non, mais les guerres, c'est qu'une vision, c'est qu'une illusion, tout ceci n'est qu'illusion, c'est pas vrai, c'est réel. On le sait, on l'a expérimenté, on ne peut pas nier notre expérience à ce point. C'est réel, quand t'as faim, t'as mal au ventre. Tout le monde l'a senti, ça. Et l'idée, ça n'est plus en fait d'essayer d'être dans un côté ou de l'autre, mais de prendre bien cette belle dualité ensemble, de la prendre entière, de dire bon bah tout ça ok, je suis d'accord avec tout ce monde dual, et d'y ajouter simplement un nouvel angle de vue qui ne rejette pas l'autre. Parce que si mon point de vue spirituel, qui me donne sens, m'engage à renier l'autre point de vue, celui qui est plein du sens de la matière, et qui est riche de nos créations, puisque sur ce plan tridimensionnel, on ne crée que ce qu'on veut, on se retrouve à essayer d'être dans un monde ou dans l'autre, et ça se ressent dans les relations qu'entretiennent les humains entre eux. On le voit à comment on se comporte, où tout le monde croit avoir raison, et là on le voit, on est sur une planète en noir et blanc, avec les gentils d'un côté et les gentils de l'autre. Voilà, et tout le monde va se battre. Bon, c'est merveilleux, mais ça parle bien de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je propose en fait qu'on englobe cette tridimension, ces 3D, qu'on l'englobe avec cœur dans une vision plus large, mais avec beaucoup de respect, beaucoup de sacré, pour l'expérience tridimensionnelle qui parfois est très joyeuse, mais aussi parfois très douloureuse, en l'acceptant pleinement. Et je remarque en fait que la porte qui m'emmène à vivre la dimension supérieure, élargie, j'ai envie de dire élargie parce que supérieure, vous voyez, on entre dans des niveaux qui vont faire que bientôt 3D c'est inférieur. Hein, j'essaye de faire attention à la sémantique, aux mots qu'on utilise. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est en plongeant dans la matière, en plongeant dans l'acceptation de la 3D, qu'on se retrouve basculé dans une autre dimension, une plus élargie. Mais c'est par le plongeon. Alors ce plongeon, c'est très simple depuis là où je regarde. Ce plongeon consiste à accepter ma matière comme étant ce que je suis, ma représentation, comme étant l'expression dans la forme matérielle de l'énergie que j'entretiens. Je regarde ma matière comme étant le dialogue qu'entretient le divin, le dialogue qu'entretient la vie avec moi-même, avec ce que je crois être. Voilà comment je regarde la matière. Je regarde la matière comme étant la manifestation vivante de ce que je vibre, de ce que je suis. En plongeant dans ce point de regard-là, au lieu de trier j'aime, j'aime pas, c'est à moi, c'est pas à moi, je suis pas comme ça, je suis pas comme ci, c'est-à-dire de refuser les expériences que je renvoie, de refuser les miroirs qui apparaissent dans ma vie pour continuer de séparer en disant c'est un con, c'est une conne, il n'a pas compris, il est perdu, il a péché, il a fait ceci, il a fait cela, au lieu d'être dans cette dimension-là où je passe mon temps à me rejeter moi-même et me montrer du doigt, je plonge dans la 3D, je plonge dans la matière en disant c'est moi, je prends ces exemples, je prends ces manifestations de moi et je les accueille comme étant ce que je suis pleinement. C'est-à-dire que j'accepte d'être à la fois magnifique et moche. J'accepte d'être généreux et d'être mesquin. J'accepte d'être gentil et d'être méchant. Je reconnais ça en moi. Avec un tout petit peu de silence en soi, en quelques secondes, on débusquera à quel point on est tordu quand on veut faire du mal parce qu'on a mal, quand on veut prendre parce qu'on a peur, et on va accepter ça, regarder ça. Et quand les gens apparaissent dans notre matière pour nous montrer ce que nous sommes et que nous n'osons pas reconnaître, on va pouvoir, ça va demander du boulot, on n'y est pas encore, mais on pourra bientôt remercier l'autre.
de nous faire chier comme ça, et de nous montrer à quel point nous, à l'intérieur, on n'osait pas se voir, et comment c'était difficile de vivre une vie à essayer de ne pas être vu des autres, parce que, évidemment, nos souffrances viennent de là. On joue à cache-cache. Ça en crée de la souffrance, la séparation à l'intérieur, de jouer à cache-cache. Je veux être aimé tel que je suis, mais je ne veux pas être vu tel que je suis. Avec vos questions, je rebondis avec vous, puis je serai plus précis. J'espère que moi, c'est un dédoublement. Je t'entends à peine. Non, mais regardant tout ça, moi, c'est moi, je parle de moi, je pense des hommes. Je vous dédouble. C'est-à-dire que je restez à vous regarder, je vous vois à côté, vous êtes à côté. Vous êtes là, mais je vous vois un petit peu à côté. Oui. Est-ce que c'est un phénomène dû à ma personne moi-même, c'est le seul? Puisque je constate des fois, quand je dis quelque chose, par exemple, je ressens aussi l'individu qui est en face de moi, par exemple, s'il est en couleur, je le ressens. Sur ses mines, sur sa couleur, je regarde si, peut-être aussi parce que je fais du sport de combat, je suis entraîneur de boxing et tout ça. Donc je suis à l'affût de tout ce qui est le tableau de bord, je dirais, sur le visage de l'individu. C'est peut-être ça que j'ai développé aussi. Je pense que j'ai développé ça, parce que je peux dire si quelqu'un passe du mal de moi tout de suite. En le regardant, je vois ça. Je détermine sur sa façon de faire son regard, ses yeux, et puis il fonctionne un petit peu les mines. Il y a des choses que et j'en suis persuadé, puisque après je câline l'individu, la personne, parce que je vais vers lui, et je lui cause d'une manière dont est-ce qu'il y a une question dans ta phrase? C'est bien pour cela que je vous dis ça. Moi, je voulais savoir, est-ce que moi, je dire que vous me dites oui, là, oui, moi, quand je ressens ton expérience et que je plonge dedans, oui. Ça ressemble à ce que je ressens moi. C'est le même genre de perception. Et je suis effectivement à côté de moi. J'ai envoyé un double, parce qu'en fait, c'est un fonctionnement normal et tout le monde fait ça. Mais tout le monde ne le voit pas. Mais bon, voilà, ça restera dans ces sphères-là. Y a-t-il une question plus dense? La matière, l'antimatière. Ah oui, c'est vachement plus dense. Disons que pour renvoyer dans la densité, je dirais que c'est vrai qu'on est assis sur du vide. Il y a plus d'espace dans cette chaise que de matière. Et je veux juste renvoyer qu'effectivement on a le nez focalisé sur la matière et on croit que c'est ce qui existe. Et même si on a compris la spiritualité, regardons comment on se comporte dans la vie de tous les jours, et on voit bien en fait qu'on est complètement attrapé, focalisé, hypnotisé par le reste tridimensionnel matériel. On a vraiment le sentiment qu'il n'y a que ça qui existe, on prend des décisions face à ça. J'ai juste envie de renvoyer ta question en disant oui, la vacuité est dans cet espace, l'information est dans cet espace qui soutient la matière. Les choses sur ce plan existent toutes, l'une fonction de l'autre. La matière face à l'antimatière, le bruit, le silence, le grand, le petit, le chaud, le froid. Dans ce monde, tout existe en rapport, en relation avec son inverse. Et je rebondis là-dessus pour faire mon petit laïus sur cet équilibre. Puisque tout dans ce monde existe par rapport à son contraire, comme la matière et l'antimatière, on peut très facilement comprendre que pour faire l'expérience de quelque chose, on doit d'abord créer, enfin pas d'abord, on doit simultanément créer son inverse. C'est-à-dire que si j'imagine que je suis tout seul dans ma bulle pour pouvoir faire le son que je fais là, il faut aussi que je crée le silence qui va avec. Si je ne crée pas le silence qui va avec, comment je pose mon son? Sur quoi je pose le bruit? Le bruit, il vient du silence comme la matière de l'antimatière.
Je sais que je suis grand parce que j'ai vu des petits, ou je sais que je suis petit parce que j'ai vu des grands. Tout ce qui existe sur ce plan est posé comme ça, sur ces deux choses. Et il y a un aspect très important dans nos vies, c'est que nous avons été entraînés, focalisés à faire le bien, focalisés à nous tourner vers la lumière. On a été domestiqués à se tourner vers Dieu, à se tourner vers les bonnes choses, les bonnes actions, la bonne attitude, être du bon côté du manche, être des gens tolérants, ouverts, permissifs, etc., etc. On a été domestiqués à ça. Et on n'a pas compris que lorsqu'on demande de faire l'expérience de la confiance en soi, par exemple, on est obligé de manifester un monde hostile pour pouvoir faire l'expérience de la confiance. Est-ce que vous suivez quand je dis ça? Non. Quand est-ce que vous pouvez faire l'expérience d'avoir confiance en vous? Vous pouvez avoir confiance en vous que lorsque l'espace autour de vous, l'environnement autour de vous nécessite qu'on ait confiance. C'est qu'il est menaçant. S'il n'y avait pas de menace, il faudrait avoir de la confiance. Pourquoi? Si on était sur un monde, le monde d'Élie, imaginons, on arrive sur la planète d'Élie. C'est une espèce de vie où il n'y a pas de danger. Lui, c'est son monde. Et il marche sans danger. Mais il n'a pas besoin de confiance. Confiance pour faire quoi? Se protéger de quoi? Si je veux faire l'expérience de la confiance, je vais devoir créer un monde inverse. Et c'est là que nous, qui nous croyons être du bon côté du manche, nous qui avons poussé notre énergie pour aller créer de la lumière, on crée de l'ombre pour pouvoir être lumière, on crée un contraste, parce que sur ce plan tridimensionnel, le monde relatif ou dual, tout existe par rapport à son contraire. Et pour pouvoir vivre notre lumière, on a inconsciemment dû mettre un décor de ténèbres pour pouvoir l'illuminer, aussi simplement que ça. Pourquoi on lit dans les livres que les ténèbres sont nous également? Pourquoi on dit que les ténèbres sont divines? Tout simplement parce que on a la permission de la lumière et la permission de la ténèbre, parce que c'est la même énergie. L'un crée l'autre et l'autre crée l'un. C'est la même chose, la matière et l'antimatière, blanc, noir, yin, yang, c'est la même chose, c'est le même ensemble. Mais les ténèbres, c'est pas juste l'absence de la lumière? Et non, c'est en fait, tu sais que la ténèbre est ténèbre parce que tu connais la lumière. C'est par contraste. Comment saurais-tu que les ténèbres sont ténèbres sans lumière? Si tu n'avais pas notion de la lumière, si tu ne savais pas que la lumière est, tu ne saurais pas que la ténèbre est. Il faut les deux. Donc si on est dans un niveau, on est par exemple trop dans la confiance, est-ce que pour attirer l'autre, on doit... Je dis simplement, c'est encore mieux que ça. Tu vas voir que du coup, il n'y a pas à... On va dire le contraire. Il n'y a pas à réfléchir du coup. Tu vas comprendre que simplement à chaque fois que tu tends à créer quelque chose dans un sens, ça crée l'inverse dans l'autre sens. Et c'est tout. Ça veut dire qu'au lieu de vouloir être gentil, être bon, être ceci ou cela, tu voudras juste être. Parce qu'à chaque fois que tu vas mettre quelque chose en plus que je suis dans la balance, je suis, ça suffit. Et si tu mets je suis beau, ben je suis moche. Je suis grand, ben je suis petit. Je suis généreux, ben je suis mesquin. Et si vous avez l'honnêteté de regarder dans vos vies, vous allez voir que vos traits de caractère sont supportés par l'inverse. Moi je suis généreux au point de parler à tout le monde comme ça, et vous ne me mettrez pas 5 heures par jour à parler dans un cabinet avec une personne. Parce que le sacerdoce que ça constitue que de parler avec des gens, ça me gonfle la mort. Et pourtant, je suis là en train de parler avec plein de gens. Tout ce qu'on est supporté par l'inverse. Et du coup, ce que ça stoppe, si tu veux, c'est la course à l'identité. Ce que ça arrête, c'est la course à moi je suis. C'est la course à l'ego sur pattes qui veut se définir à travers je suis plus puissant, je suis meilleur guérisseur, j'ai la vision de ceci, j'ai la force de cela, je suis plus, je suis plus, je suis plus. Parce qu'à chaque fois que je crée une situation où je suis plus, je dois créer une situation où je suis moins pour qu'elle puisse exister en 3D. Car dans le monde relatif c'est ça, par rapport à l'une à l'autre. Hein. Dans ce monde relatif, toutes les choses existent comme ça. Attends, j'avais une question ici. Et lorsqu'on, par exemple, on consulte par exemple, la mémoire cosmique de l'univers, tout ce que vous dites sur le plan, par exemple, matériel, on voit que la matière existe d'une manière subtile. Oui, puisqu'on a la capacité de voir
si par exemple on vit par exemple sur le plan causal, on a la possibilité de voir, par exemple, la réalité du monde, mais d'une manière subtile. Absolument. En lumière, en toute chose. Absolument. Donc ce qui veut dire que la matière en elle-même est subtile. Absolument. Est subtile dans la réalité du cosmos, c'est-à-dire dans la volonté primaire, c'est-à-dire où tout a démarré. Et l'esprit n'est que la matière, oui, en quelque sorte. Oui, je sais, en fait, que j'ai fait un schéma, bien sûr. On retrouve la réalité matérielle dans le monde de l'esprit. Absolument, absolument. C'est en fait exactement la même énergie. Voilà, c'est la même énergie. Tout à fait, et c'est là que je veux en venir. Voilà. Et c'est vrai que je nomme d'un côté et l'autre pour pouvoir les rallier, et c'est pour ça que l'idée de la spiritualité dans la matière, c'est débile, puisque la matière est spirituelle. Dieu sait la matière, c'est déjà dedans. Mais en fait, c'est une sorte de cheminement de pensée qui nous permet de ramener ces informations à une réalité quotidienne, si tu veux. Mais bien sûr, la matière est subtile, c'est sa nature même. Et c'est là-dessus qu'on agit. C'est là que c'est dingue. C'est que les scènes apparaissent, nous on y répond énergétiquement, et on a l'impression d'avoir une activité tridimensionnelle pour réparer des choses, alors qu'on les a déjà réparées au niveau énergétique. Notre action énergétique est la plus probante. En fait, on est vraiment dans un monde vibratoire, un monde de sons, et on est constamment en train d'envoyer des sons. Et ça ne nous empêche pas, dans le plan tridimensionnel, de se retrousser les manches, de se lever le matin, d'aller au boulot, de croire qu'il faut agir et se battre et se débrouiller, parce que tu comprends, si je veux obtenir. Ce jeu-là, oui, existe, mais paraît curieux depuis un nombre de jours un peu large. Allez, des questions denses, s'il vous plaît. Je vais partir avec les je suis en ce moment je me sens très fort dans une énergie de colère, mais autour de moi, je reçois que de la joie. Moi, je me retrouve dans une énergie de colère tout le temps. Et donc, ça me parle d'évoquer ça parce que là, les exemples que vous donnez, par exemple, c'est créer des ténèbres pour manifester la lumière. Ouais. Et moi, j'ai l'impression d'être dans une situation inverse. Non, c'est la même chose. En fait, j'aurais pu le nommer inversement. C'est créer des ténèbres pour faire de la lumière, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que comme tu crées toujours les deux, arrête. C'est ça que je veux dire. Arrête de vouloir être joyeux, ou de vouloir plaire, ou de vouloir être ceci ou cela. Dans l'instant, je respire ce qui est. Eso nomas. Je suis un tube, je suis traversé, et c'est tout. Je respire ma vie. Je la regarde se présenter. Je regarde les choses arriver, et je dis super, c'est ce que je suis. Je prends. Mais nous, on veut se saisir, on veut arrêter l'instant tout le temps. Et c'est là qu'on commence à enclencher tous ces débats. Mais là, tu vas commencer à essayer de régler des problèmes que tu n'as pas. Pardon? Mais on est. Moi, je le comprends de quoi il parle. Oui, lui, je sais aussi, je sais exactement de quoi il est en train de parler également. Et il est homme et Dieu, et ça n'est pas à séparer. Ce que je veux te dire, c'est que la clé que je suis en train de donner là, il faut juste prendre le coup de la manier d'un coup ou d'un autre. Imaginez simplement. Vous êtes dans une situation et vous dites, il faut que je m'en sorte. Simplement le simple fait de dire je dois me sortir d'une situation l'a fait exister, comprenez-vous? On est puissant à ce point. Oui, nous sommes Dieu dans la matière, c'est homme, mais on est à son image, créateur du même tenant. C'est-à-dire que là où je dis je dois sortir de cette situation, ok, je suis immédiatement exaucé. Je dois créer, je continue de maintenir cette situation énergétiquement pour pouvoir en sortir. C'est dingue, c'est débile, c'est con, mais c'est logique et c'est fait comme ça. Oui, mais en quelque sorte, ne faudrait-il pas un point de départ, un vrai point de départ, puisque vous avez parlé tout à l'heure d'aimer ou de donner de l'amour. Toute notre civilisation, au moins celle occidentale, nous a éduqués par le judéo-christianisme à donner, et notamment de l'amour. Or, est-ce qu'il est normal de donner quand celle d'en face n'a pas réclamé ou n'a pas demandé? Qui est-on pour décider de donner de l'amour? Justement, en parlant de donner de l'amour, est-ce que ça ne passe pas vraiment de montrer de l'amour? Voilà. Non, mais je crois que c'est ce que j'exprimais, c'est-à-dire que ce que je ressens là-dedans, c'est que c'est un énorme mensonge, cette histoire d'amour. On n'a jamais aimé. C'est ça que je ressens. Pour moi, ce qu'on croit avoir donné est arrivé chez nous systématiquement. Ce
ce que je vois aussi au fil des stages, parce que je rencontre plein de gens, et je m'aperçois que on parle beaucoup de donner, et j'ai donné, et ce que j'entends, c'est que les gens, en fait, se sont positionnés, mais non pas aimés. Les gens, pour moi, le sacrifice, c'est pas de l'amour. Non, nous n'irons pas jusqu'au sacrifice. Mais n'est-il pas plus normal et judicieux, dans quelque sorte, de tout simplement occuper notre troisième dimension sans chercher à aller dans une dimension de troisième, ou quatrième, ou cinquième, ou sixième? Non, on occupe d'abord la troisième dimension, qui est la nôtre, avec notre dualité, et cela doit créer par essence une montée vers autre chose, vers une dimension supérieure. Mais en fait, vraiment, je me lève parce que comme ça je te vois, mais nous pouvons faire l'inverse. Tu es en train de redire exactement ce que je ressens, et j'aime la façon que tu as de le nommer. C'est exactement ça. L'idée, c'est de vivre sa vie. La clé de la vie, c'est vivre. Il n'y a rien de plus, ça sert à rien. Mais ici, je parle comme je parle parce que je suis dans un cercle spirituel qui cherche justement à redescendre dans sa matière. En fait, on est entré dans la spiritualité, si vous vous souvenez, si chacun peut remonter dans son souvenir, on est entré là-dedans parce qu'on voulait fuir la matière au départ. On voulait fuir le non-sens, fuir l'injustice, fuir l'impuissance qu'on avait à vibrer ce qu'on avait envie de vibrer. Donc on est entré dans cette spiritualité par la suite, et aujourd'hui, et c'est mon propos, j'essaie de ramener ça à la matière, mais vivre la 3D comme tu proposes de la vivre, sous-entend finalement qu'on n'est déjà plus en 3D. Voilà comment je veux te dire le truc. C'est que la 3D est la 3D quand tu la refuses, et quand tu l'acceptes, elle devient autre chose. Et on s'en fout du nom. On s'en fout du nom. Elle devient la 3D, mais avec du sens. La 3D, mais plus injuste, si vous voulez. La 3D, mais plus dual. Dual, mais accepté, donc plus dual. Vous voyez, ça, on n'a pas encore les mots. Mais je ressens... Merci de renvoyer ça, parce que c'est ça que j'essaye de dire quand je dis des questions denses. Si je pouvais continuer sur la notion qu'on a eue tout à l'heure de lumière, et donc, on a dit que l'un crée l'autre. Or, à mon avis, si on vit vraiment dans la troisième dimension et avec notre dualité d'être humain, on comprend que la lumière ne crée pas l'ombre et l'ombre ne crée pas la lumière. Ils existent ensemble. Bien sûr. Bien sûr. Ce qui est un point de vue tout à fait différent. En fait, ils existent ensemble, l'un ne crée pas l'autre. Je ne je veux pas, moi, rentrer dans la... Je veux justement pas qu'on retourne là-haut. Ah, d'accord. Alors que tu viens de nous ramener là. Mais effectivement, mais là on est dans l'onde et la particule. Ce que tu es en train de décrire, c'est l'onde et la particule, c'est-à-dire, effectivement, les choses sont instantanées et découlant les unes des autres. Et là, c'est de la théorie. On revient à nos questions. Moi, mon talent, parce que, en fait, mon talent, c'est pas d'être un théoricien. Mon talent, c'est de savoir ce qui est dans l'air et de pouvoir mettre en mots l'énergie qui vous entoure. Excuse-moi, tu parlais au début de l'énergie du couple. J'ai pas de question spécifique dessus, mais ça m'a touché quand tu m'as parlé. Oui. Le problème du couple qui cherche à ne pas se séparer, de savoir où en aller, comment aller plus loin par rapport à ça. Ok. Donc le truc que je propose, c'est que j'ai pris l'habitude de laisser mon cœur parler à la place de ma tête. Vous voyez, je sais faire avec ma tête. Et je sais aussi laisser jaillir ce qu'il y a. Donc me laisser toucher par les informations venant du tout, j'en sais rien, j'en ai marre de mettre des mots sur tout ça. Mais j'aimerais qu'on aille dans cette direction-là, pour que ça ne soit pas quelque chose de théorique et avoir un curé de plus qui explique la dernière vision du monde et comment il faudrait regarder le monde, mais plutôt, voilà, moi j'ai ce truc-là à vous apporter, c'est ma qualité d'être personnel, et j'aimerais pouvoir vous la renvoyer sur donc des questions qui vous occupent perso en sortant des grandes théories. Donc si je me mets à utiliser mon talent, je perçois que derrière ta question, il y a en fait une question pour toi, et si tu nommes ta question pour toi, j'y réponds avec plaisir.
Alors pour moi, tu sais, j'ai l'impression des fois d'avoir le trousseau de clés, je peux le donner à tout le monde, et ça ouvre toutes les portes, leur porte. Et moi j'ai jamais ma clé dans le trousseau de clés. Donc en fait, j'ai envie vraiment de... Alors ce que tu es en train de soulever là, c'est la question du miroir. C'est-à-dire que lorsque vous êtes thérapeute et que vous souhaitez faire bouger la structure énergétique de votre patient, vous ne pouvez la faire bouger que si vous la bougez chez vous. En réalité, depuis là où je regarde, pardon, j'arrête avec ce mot, depuis là où je regarde, donc en réalité, je ne peux pas créer dans la sphère de l'autre. Par contre, il y a des échanges entre nous, des accords tacites au niveau de l'être. Et si, lorsque j'ai un patient devant moi, je regarde en miroir ce qui fait résonner, et c'est pour ça que c'est lui qui est en face, et que je le reconnais chez moi, que je le bouge chez moi, ça le bouge chez l'autre. Sinon, en fait, je lui donne une clé qu'il va pouvoir utiliser ou pas, et moi je me retrouve orphelin de ce que j'ai donné. Parce qu'en fait, ce qui va faire ta réalisation, c'est lorsque les gens à qui tu donnes des clés deviennent tes maîtres. C'est lorsque les gens que tu aides, tu les vois comme étant ton maître de l'info, qui sont simplement en train de te dire, voilà, on a ce problème en commun. Aidons-nous à le faire bouger en miroir. Et c'est devenu comme ça. Et alors, je suis effaré par la violence avec laquelle notre corps maintenant doit réceptionner ces miroirs mal vus. C'est-à-dire que je vois des thérapeutes qui bossent sur les gens sans voir le miroir chez eux et qui déroulent. Ils tombent malades, le corps déroule, et à chaque fois qu'ils font une guérison, ils se prennent une claque derrière. Et là, c'est parce que là où avant on pouvait arriver avec un bon blindage, une énergie un peu plus haute, un petit complexe de supériorité et dire à l'autre tu vas être guéri parce que je l'ai décidé et que ça marchait à peu près parce que l'autre voulait bien, que l'autre soit tellement puissant, donc ça marchait. Mais là on est en train de revenir à un niveau d'horizontalité qui fait que l'être qui avant voulait se mettre à être soumis ne veut plus, celui qui voulait dominer ne veut plus. On voit bien, on a des complexes de supériorité qu'on ne veut plus appliquer, des complexes d'infériorité qu'on ne veut plus subir. On revient à un mode de communication horizontale et le mode de guérison vient aussi basculer où il n'y a plus un maître qui sait et qui guérit en dessous, mais des humains qui sont obligés de se regarder en miroir et lorsqu'ils se sont vus, ils sont obligés d'être bien en face de l'autre et quand tu as vu que tu portais le même problème que celui qui est en face de toi, vous le bougez ensemble et c'est ça la magie. C'est ce que je fais en stage, c'est comme ça que je travaille. Quand j'ai vu chez moi, je vois que ça bouge chez vous, vous le sentez et on est dans un travail de coévolution. J'utilise chaque aspect de moi-même pour grandir et vous faites la même chose en miroir. Ça fonctionne. Mais je sais qu'on a pu apprendre des techniques de guérison il y a 10 ans en arrière, fonctionner avec ce point de vue vertical de je sais, tu sais pas, qu'on a vu, hein, vous savez comment la grosse vague de guérisseurs qu'on a eu il y a une quinzaine d'années, elle est venue avec le Reiki. Et le Reiki, c'est quelque chose qui m'a effaré parce que on faisait des stages, Pascal, bon, quand on s'est rencontrés il y a 20 ans auparavant dans les stages corps miroir, on avait du Reiki accéléré, et toute la technique d'un coup véhiculée clairement. Et là, on revenait, alors que c'était juste il y a 15 ans, hein, on revenait à un Reiki où il y avait un niveau, puis un deuxième niveau, puis un troisième niveau, et vas-y, faut que tu aies passé ça, que tu mérites ceci, et alors selon les gens, parce qu'il y en a qui se sont fait à la cool et bon je te le file, puis il y en a qui se sont pris au sérieux avec attends, montre-moi pas de blanche. Mais il y a le niveau de maître. Ouais, enfin bon, voilà, il y a tout ça. Et donc ce que je voyais à travers ça, c'est que pour moi ça c'est les derniers soubresauts du guérisseur vertical, c'est-à-dire j'ai une connaissance occulte de non-transparence, de non-divulgation, parce que j'ai le pouvoir, parce que je sais. Wow. Et je vais guérir dans cette verticalité-là, avec quelqu'un qui en dessous, lui, cherche un maître, quelqu'un qui a décidé qu'il serait plus puissant que lui, qui saurait mieux que lui, à qui il va donner les clés de son pouvoir. Et ça, cette relation verticale, elle est devenue, pour nos êtres, c'est-à-dire pour ce que nous sommes au niveau essentiel, c'est devenu complètement révoltant. On n'accepte plus ce phénomène-là. Les moutons ne veulent plus être des tondus et les tondeurs de moutons ne veulent plus tondre les moutons et ça ne fonctionne plus. Et moi je vois des thérapeutes qui avaient un succès fou dans ce fonctionnement-là, qui ne se mettent à plus bosser du tout. Et je vois des gens qui dans leur simplicité, dans leurs échanges quotidiens,
sont des accélérateurs, des phénomènes, et on le voit à leur croissance qui est extrêmement rapide, puisque à chaque fois qu'ils bougent chez l'autre, ils se reconnaissent. Et on les sent, ces gens-là, dans quelque chose de plus fluide, plus léger, parce qu'il y a moins la question de l'identité, de j'ai une position, je ne veux pas être vu, ah oui, je vois quel est ton problème, j'ai eu ce problème-là aussi quand j'étais jeune, quand j'étais petit, quand j'ai commencé à grandir, tu vois, mais on a cette tendance à se remettre dans le vertical. Moi, j'essaie de me dépatouiller sans sens. C'est hyper difficile, vous voyez, où je suis assis, où vous êtes mis assis, et j'essaie de rétablir le niveau horizontal avec ça. Mais bon, c'est l'objet du moment. Oui, pour faire un petit peu le tour, moi j'ai une question sur les pensées et l'intuition. Parce que j'ai beaucoup de mal à lâcher des pensées. J'ai des choses qui se passent au niveau des intuitions, mais j'ai beaucoup de peur et j'arrive pas trop à me dépatouiller de tout ça. C'est aussi faire le lien entre là-haut et ici, pour moi. C'est comme ça que je le sens. Oui. Ouais. Ok. En fait, c'est pas clairement dissocié. Les intuitions fonctionnent bien. Elles sont saisies par le mental qui les transforme en menaces potentielles. C'est comme ça que je le ressens chez toi. Comme si une intuition en fait devenait une prémonition. Tu vois, avec ce sentiment-là. Donc l'intuition, on s'en méfie parce qu'on a peur en fait que notre intuition vienne du mental et crée une réalité. Hein, c'est ça. Okay. Alors, heureusement, nos moindres pensées ne créent pas notre réalité, c'est notre vibration entière qui crée ça. Donc c'est ce que tu es totalement qui crée ta réalité, et pas tes pensées compulsives à propos de je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur. Ça, c'est un petit bout, mais dans ce que tu es dans ta globalité, tu émets un autre son, et si tu veux savoir exactement ce que tu vis, il faut regarder ta vie. Et c'est là que tu vas t'apercevoir en fait que le truc qui te chiffonne, toi, est plutôt sur le système de création, avec une peur de mettre au monde. Je l'ai dit doucement. Non, mais ça fait écho. Ça te parle. Un travail. Mettre alors, ce qui est marrant chez toi, c'est que ce qui est douloureux pour toi, ce n'est pas de t'occuper de ta création une fois que la création est là. Et si on parle d'enfant, c'est pas d'élever un enfant qui pose problème. Ah non, non, c'est ça. Mais c'est bien, alors je vais prendre cet exemple-là. Si on parle d'une entreprise, je vais plutôt parler d'un enfant, comme ça c'est plus clair. Je préfère parler de l'autre chose, celle que tu vis pas mais qui est de la même énergie. C'est comme si tu ne pouvais pas mettre un enfant au monde, mais pas parce que tu ne pourras pas t'en occuper après, mais c'est parce que l'acte qui est nécessaire pour faire un enfant pose problème. En fait, on est sur un truc de sexualité. Donc, pour l'entreprise, la création, ce que tu essayes de mettre en place, on est aussi sur un problème de sexualité. Bizarrement. C'est-à-dire que si tu as du mal à créer ce truc-là, c'est à cause d'un dysfonctionnement de la sexualité. C'est marrant, on est dans le même centre d'énergie, le bien, là on a des dessins aujourd'hui. Dans le deuxième centre d'énergie, vous avez la création, la sexualité, les émotions, le monde végétal, mais bon, en tout cas, et les appétits. En tout cas, tu vois, dans tout ce monde créatif, tu vas avoir sexualité, émotion, appétit, qui sont intimement liés. Donc, du genre, je vis mal ma sexualité, je suis débordé par mes émotions, je corrige avec mes appétits. Merci. Moi, j'ai eu un très gros problème de santé en 2007. Et je me rends compte... Ça t'a sauvé, ça. C'est tout. Bien que... Je sais bien. C'est un produit. Ça m'a permis d'évoluer. De là où je regarde, ça fait ça. Mais vas-y. Donc, depuis 2007, effectivement, j'ai eu ce problème de santé. Je crois qu'ils t'entendent pas du tout. Ils vont profiter de ma réponse, mais pas ta question. Depuis 2017, j'ai eu un gros problème de santé. Et je sens que je cours toujours et que je cherche encore cette guérison. Donc, voilà. Est-ce que c'est moi qui crée ça? Ah, ben tu cries tout, hein, mais... Mais pourquoi? Mais pourquoi?
C'est le bon. Parce que j'avoue que j'aimerais bien que ça s'arrête. Mais C'est quoi la vie? Tu peux en parler? j'ai eu un cancer. J'ai eu un cancer au côlon. Qui s'est placé 2 fois sur le foie et qui s'est placé sur le poumon. Sur le poumon. Ok. Donc je dois gérer maintenant le poumon. Dès que je me branche sur l'organisme, non, en fait, je peux pas faire ce que je vais faire là. Là, j'ai besoin d'en parler avec toi, de mettre ça au clair parce que c'est plus judicieux. Disons que, alors, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ça? Je pense que j'ai pu apprendre dans ce parcours, c'est que je vais créer cette maladie. Pourquoi? Oui, mais c'est vrai que les maladies, comme je les perçois, sont le langage qu'a le corps. C'est le corps, en fait, qui va exprimer quelque chose que je n'exprime pas. Et le fait qu'il fasse la maladie et qu'elle se développe, qu'elle s'arrête, etc., ou qu'elle continue, c'est comment le corps trouve la solution à ton problème, sans forcément qu'il y ait besoin de mettre de la compréhension dessus. On peut régler les choses en vivant un événement, en tombant malade ou en les comprenant, mais à chaque fois ça les règle. Et c'est pour ça que je trouve que, en tout cas, le truc au côlon a vachement réglé, je dirais, l'aspect montagne d'ordures familiale à traiter. Oui, c'est ça. Il y avait en fait un énorme poids de non-dit, de mensonges au niveau familial. Vraiment, on est dans les cadavres dans le placard, au sens littéral. C'est comme ça que je le perçois. Et ça, c'était à évacuer. Et toi, tu as pris le choix d'évacuer sans arriver à le faire de façon, disons, plus fluide, en simplement l'exprimant ou en prenant ce rôle-là dans ta famille. Mais comme tu avais quand même décidé d'évacuer, tu l'as évacué comme ça. Ce que je crois, c'est qu'il aurait fallu un moment que tu t'opposes au père pour avoir le droit de vider ce sac, cette poche dégueulasse, et que décidant de ne pas choquer ou de ne pas heurter ou de ne pas surmonter la peur du chapeau familial, tu l'as fait par le corps. Ce qui te permet en fait, ce sont les cheveux, ce qui te permet d'évacuer le truc quand même, mais vis-à-vis de la famille, d'être soutenu plutôt que l'ennemi qui a crevé la poche d'abcès de tout le monde. Donc c'est pour ça que c'était un bel arrangement pour toi. Maintenant, je crois que le corps ayant compris que tu posais des questions quand tu disais ça, il continue son chemin de piste, si tu veux, pour te dire, pendant que tu y es, regarde là et regarde là. Donc on est la foi, évidemment, et comment je m'aime avec le tout aussi. Donc la question ici, elle n'est pas d'exprimer ou bien de recevoir, comment j'accepte d'être aimé, comment la maladie m'emmène à devoir accepter d'un seul coup d'être celle qui est soutenue et non pas celle qui soutient, celle qui a besoin d'aide et non pas celle qui aide, et de réinverser la machine que tu te refusais à inverser en jouant toujours absolument ton rôle de j'assume. Je me dis sur l'idée. Ah oui, j'avais pas fini avec toi. Pardon. Sur les choix d'expression qu'on fait par rapport à la présence d'autres gens autour, je prends un exemple personnel, c'est ce que je peux donner, où au lieu peut-être d'être dans ma colère ou de me laisser traverser par ma colère, je me force quelque part à être dans autre chose, dans d'autres émotions, parce que ça ne me paraît pas possible de dire que je suis en colère et que ce soit le cas pendant 3 semaines. Par exemple. Ouais, mais bien sûr, voilà, tu l'exprimes, en fait, c'est quand tu luttes contre ton état qui peut durer 3 semaines. Ouais. Et évidemment, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure à travers notre spiritualité qui reprend tout en blanc, on s'interdit de ne pas aimer, on s'interdit de juger, on s'interdit tout ça, alors on le fait en permanence. Et ça nous emmène dans des
des sinuosités mentales, on est toujours obligé d'essayer d'expliquer, et les discussions c'est avant coup de non mais c'est parce que je veux dire, oui, non mais attends, non mais c'est parce que je veux dire, non. Et voilà, c'est ça qu'on entend, c'est-à-dire que les gens se battent en disant non mais c'est parce que je veux dire, oui, non mais attends, parce que je... Alors, on se détend. Qu'est-ce qui se passe au fond? Je suis en train d'essayer de justifier ma position parce que quoi. En gros, je juge, mais j'ai pas le droit. Alors je cherche des trucs. Non mais c'est pas que je juge, mais quand même tu comprends parce que. Et que faire dans un cas comme ça? C'est facile de dire à quelqu'un je te juge. Accepter ce qui traverse. Bah, c'est ça la transparence. C'est ça la terre sur laquelle tu as envie de vivre. C'est ça, exactement ça. C'est ça ton son. C'est pouvoir dire à l'autre, bah là tu me fais chier, et je sais que je suis en miroir, parce que c'est ça. Donc il faut aller le voir aussi, tu me fais chier parce qu'en fait je vois que tu as peur de ça, ah bah ouais c'est une peur que j'ai aussi. Et la colère est toujours l'annonce de la peur. Pour toi c'est derrière la peur, c'est que je vais être abandonné. Donc tu es en colère en fait parce que tu sens que tu es en train d'enclencher quelque chose qui éloigne de toi ceux que tu veux voir faire. Donc ça fait monter encore plus dans les cris. Voilà. Il n'y a définitivement pas moyen de s'attacher l'autre. C'est que quand tu respectes son départ qu'il est. C'est que quand tu acceptes que tout puisse arriver, que ce que tu veux arrive. Tu vois. Alors pour remonter sur la colère, il y a la colère qu'on peut exprimer sur des gens, et souvent c'est moi, pour parler pour moi, c'est souvent de la colère mais contre moi-même. Je m'agace, je m'emballe, je m'emporte, et c'est impulsif. Oui. Et du coup ça se répète et j'ai du mal à faire tout ça. Oui, je comprends. Alors, il y a quelque chose aussi avec notre sagesse mentale, c'est qu'elle nous éloigne de notre réel monde émotionnel. 10 fois par jour, tu es traversé par quelque chose. 10 fois par jour, il faudrait que tu pleures, que tu dises merde, que tu dises oui, que tu serres dans tes bras et que tu rejettes. 10 fois par jour, tu as cette respiration. Mais notre spiritualité nous engage, avec notre sagesse mentale, à dire, puisque la tête ne voit pas pourquoi on se fâcherait, la tête ne voit pas pourquoi on pleurerait, il n'y a pas de quoi pleurer, il n'y a pas de quoi s'énerver, eh bien on refuse l'émotion, et elle s'entasse. Mais on ressent, elle monte, elle bouillonne, elle bouge à l'intérieur. Et c'est parce qu'on ne les respire pas que quand il nous arrive ça, on exprime ça. Et que là où une toute petite expression finit dans une grosse colère. Si on accepte de respirer son émotion, et quand je pleure, quand je ris, et quand je chante, eh bien je ne suis plus là dans cette résistance intérieure. La colère, c'est l'annonce de la peur. Et quand tu es en colère après toi, c'est quoi la peur? Attends, je suis en train de finir un truc, et oui, on peut parler de tout. Alors, chez toi, c'est un peu bizarre, mais je te balance comme ça, que ta peur, en fait, ta véritable peur en dessous, c'est la peur de tuer. En fait, on est sur une énergie de guerrier qui se ressent guerrier et qui cherche sa sagesse, mais sans sa guerre dedans. Et il y a une peur de tuer. En fait, quand tu te mets en colère, tu entres dans un système où la violence nourrit la violence, mais tu sais qu'elle n'a pas le droit de s'échapper à l'extérieur. Parce que sinon, tu vas la déborder complet. Et en fait, cette colère n'est pas tournée contre toi. C'est bien une colère qui est vers l'extérieur, vers quelque chose qui te fait peur dehors. Mais comme tu as peur de ta colère, elle reste du coup dedans. Alors, je peux essayer de te le exprimer un peu mieux. Dehors, en fait, une situation surgit qui te fait peur. J'ai peur d'être moins séduisant que lui, moins à la hauteur que lui, moins génial que lui. J'ai peur qu'elle le regarde avec trop d'admiration. J'ai peur de ce genre de truc, par exemple, dans une situation. Donc c'est une peur qui monte, qui va générer une colère. Mais après, j'ai un vieux souvenir, je ne sais pas d'où il vient, mais je sais que dans la colère, je peux basculer dans un monde où je gère plus rien. Tu l'as vécu une fois dans l'enfance avec ton frère, mais il y a d'autres espaces comme ça, de la vie multidimensionnelle. Lorsque tu recontactes cette colère-là, tu fais un flip, ta bulle d'un seul coup, et tu diriges ta colère contre toi pour être sûr de ne pas tuer avec ta. Il y a un réflexe de ne pas faire ça dehors. En fait, à l'intérieur de toi, tu as peur de ta colère. Je te le dis à plat sans faire trop bouger l'énergie. J'ai nommé le frère en mettant
un espèce de décalage, c'est-à-dire que c'est une autre énergie que toi tu connais, mais si je nomme, la structure bouge en direct, et là, je ne suis pas dans la situation si je nomme la personne avec qui que tu as failli tuer. Voilà. C'est ça que je dois dire. Pas plus. Monsieur, maître. Ouais, bah, ça, dis-moi, de toute façon, tu vas te convaincre de cette question. Je vous pose une question, parce que il y en a qui quand j'entends la secrétaire qui est pour un malade, pour un fou, qu'est-ce que c'est quand une voix vous parle? Vous écoutez cette voix et ça se passe. C'est qu'on est un maître. Par exemple, une voix me disait que je peux m'empoisonner avec mon cellulier. Avec le Mon cellulier. Je l'ai écouté, je l'ai fait, le copain qui était là, il m'a dit qu'est-ce que tu fais, tu es malade? Qu'est-ce que j'ai répondu? Ne m'en brûle pas l'esprit. J'ai mangé la pomme, c'est vrai, j'ai senti un truc. Bon, je vous raconte, franchement, c'était un jour de pleine nuit. Je me suis endormi, la lune n'a pas bougé, j'avais l'impression que je dormais hyper longtemps. Après, quand ça a dû durer 5 minutes, j'avais plus rien. Et une autre fois encore, la même voix m'a parlé de quelque chose qu'on me devait, pour un travail. Il m'a dit de prendre cette chose-là, de le brûler, tu vois, et je l'ai fait. Qu'est-ce que c'est que ça parle? C'est un dialogue entre toi et toi. Un dialogue entre une part plus sage de toi et toi. Moi, je suis pas ça parce que je suis un rebelle. Je suis pas un rebelle violent. J'aime pas l'église, j'aime pas la justice, j'aime pas l'homme, j'aime pas la femme, j'aime rien en fait contre toi. Super. J'aime rien, c'est l'énergie de... Tout petit, je dis des choses que je trouve que tout le monde raconte des conneries à tout le monde. Oui. Et est-ce qu'il m'a vous dire ça hein? Ouais, mais ça me paraît réel. Vous, hein, j'ai l'impression que vous racontez des conneries. Ouais, moi ça me paraît réel. J'ai déjà touché cet angle de vue. Pour moi aussi. Pour moi aussi. Tout ce qu'on nomme est complètement bidon. On joue à créer des mondes et on navigue dedans et on pourrait changer le truc mais en 3 phrases et dire en fait non, ça n'a rien à voir et renommer les choses et dire ça finalement c'est un courant d'air et puis non je sais, tout ça ne tient pas de je comprends, mais ça sert à rien ça. Hein, cette notion-là je l'ai touchée et ici c'est quoi? Ici en fait j'ai mon quotidien et pour bouger ma matière quotidienne, pour que ça soit plus facile de naviguer dans ma matière quotidienne, il y a un dialogue à remettre en route, simple, tranquille, sans prise de tête, sans être rempli de il faut, il faudrait, on doit, on devrait, sans rentrer dans ces trucs-là, quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus grand, où on regarde simplement le lien qu'il y a entre dehors et dedans, comment la vie nous parle, sans nous prendre la tête, le message est là. Si je vis dans un monde de cons, eh ben je suis dans un moment où c'est le moment d'accepter la part de moi qui est con, et puis c'est tout. Et quand je l'aurai regardé, mon monde changera, il me présentera autre chose, qu'il conviendrait de regarder de nouveau, et ainsi de suite. Mais dans cette simplicité-là. La course aux personnages importants, on l'a déjà fait et on l'a déjà réussi. On a déjà été la plus belle femme du monde, l'homme le plus fort du monde, le meilleur kickboxer du monde, le meilleur guérisseur du monde. On a déjà été ça. Nous avons déjà couru après nos chimères, si vous voulez. On l'a déjà vécu. Si aujourd'hui on ne l'est pas, c'est parce que ça n'est pas notre choix. On a envie de vivre autre chose. Si on ne voulait pas être là, on ne serait pas là. Si on n'avait pas envie de vivre cette matière, on vivrait autre chose. Il y a quelque chose ici de simple, réconfortant et tranquille, qui ne fait pas des étincelles, c'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de chercher l'expérience à succès. Simplement chercher de sentir que le dedans et le dehors sont la même énergie, sont la même chose. Une espèce de rétablir la danse. Et donc vous dites qu'il faut juste être soi-même, mais pour être là, comme ce que vous dites, juste soi, comment faire pour se dépatouiller de parfois de tout le passé, de toutes les croyances qu'on nous a transmises. C'est pour ça que j'exprimais que vivre la vie, c'est la solution à la vie. C'est-à-dire que, alors attention, je venais de dire à l'instant que c'est bien si on supprime les il faut, ou il y a juste à être, il faut juste être. C'est un grand panier fourre-tout et on ne sait pas en faire grand-chose, tu as raison de soulever cette question-là. Ce que je crois, c'est que ces choses-là qu'on doit traverser pour simplement accepter d'être, en arrêtant la course à l'identité, parce que c'est ça qui nous gêne, tout le monde a identifié, est-ce que tout le monde identifie que dans sa vie, ce qui le gêne,
c'est la peur de l'autre, la peur d'être vu, la course à l'identité. Tout le monde l'a identifié, on est d'accord avec ça, maintenant on est capable de se reconnaître là-dedans. Donc pour se débarrasser de ça et accepter simplement être, de dire simplement sa vérité, même en comprenant que si c'est pas celle de l'autre, eh ben c'est mieux, ça en fait de plus, plutôt que comme on voyait avant, ah ben non, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on soit d'accord, tu vois, d'accepter les réalités différentes des uns et des autres. Pour en arriver là, je crois que simplement la vie présente à toi, et comme à tout le monde, des scènes de théâtre, des jeux, et que ces scènes servent à régler ce qui est justement en travers du chemin, en travers du canal central, c'est-à-dire de ce grand canal que nous sommes et qui doit simplement laisser passer la lumière quand on aura fini de nettoyer. Et pour le nettoyer, quand par exemple il y a quelque chose qui bloque dans l'énergie pour que tu puisses juste être, une scène apparaît dans ta vie pour que tu puisses régler un de tes problèmes. Je te donne un exemple. Un des problèmes que tu ressens pour traverser ta vie, c'est d'accepter d'être vu et d'être transparent, d'être complètement sincère, sans te cacher derrière la peur de blesser pour ne pas dire la vérité. Par exemple. Ouais, c'est un bon exemple. Ouais, ça colle. Un exemple où, voilà, je perds le groupe, c'est pour ça que je prends du temps, hein, je vais focaliser l'attention sur une clé que j'ai envie de faire passer. Donc tu es dans une expérience où ce qui entrave être, c'est de l'opacité à un certain niveau, à cause d'une structure familiale où il y a un consensus pour ne pas dire les choses, ou pour ne pas blesser, par exemple. Et donc la vie va faire apparaître une scène où tu vas avoir l'occasion de dire ta vérité en passant au-dessus de ta peur de blesser l'autre, en passant au-dessus de ta peur du pondérateur. Et lorsque cette scène apparaît, que tu la reconnais comme étant une scène qui dit « Ah oui, c'est normal, j'ai demandé la transparence, j'ai demandé à oser être ce que je suis vraiment », la scène apparaît. Soit tu la joues comme d'hab en naviguant en l'air de rien, tu m'as pas vu, et tu continues d'être empêché d'être, soit tu reconnais la scène pour ce qu'elle est, à savoir un jeu qui te dit bon bah allez, on fait un jeu pour bouger, et tu fais cette fois l'effort de dire ta vérité, vraiment. Ça fout les jetons, ça fait oh, putain bon je le fais, puis il s'avère que finalement le drame qu'on subodorait n'arrive pas, et on a gagné en transparence. Et se lève ainsi dans tes jeux, des jeux pour régler le problème d'autorité avec papa, le problème de transparence avec les femmes et le problème de rivalité. Ça c'est un truc qui occupe ton monde professionnel. Enfin voilà, il y a des jeux qui se présentent et qu'il s'agit en fait simplement de reconnaître comme étant des jeux qui sont là pour que toi tu aies l'occasion de faire bouger ce que tu as demandé à faire bouger. Sinon c'est une vraie galère à faire bouger. C'est comme si dès que je dis je vais travailler allez, j'ai besoin de travailler la sérénité, et pan, tu te retrouves avec 5 potes qui débarquent chez toi qui viennent faire la fête. Voilà. C'est direct. La vie t'envoie immédiatement l'occasion d'être sereine. Voilà. Et dans le cas là, est-ce que tu vas foncer du nez et dire ah bah non, excusez-moi, mais là, ou est-ce que tu vas, t'as 10 000 fois, voilà. Alors, soit j'ai pas conscience du truc, et du coup, je joue la scène comme d'habitude, ce qui fait que la scène se représente, et se représente, et se représente. Et un jour, je bouge quelque chose dans mon énergie, peut-être parce que j'en ai marre tout simplement. Et j'agis différemment, et là, je transforme le truc. Et c'est là que vivre la vie, c'est la solution à la vie. Et il y a aussi une autre solution qui essaye d'avoir un autre angle de vue sur ce qui est en train de se passer. Et que lorsque les événements surgissent dans ta vie, t'arrêtes d'y croire. T'arrêtes de croire que c'est réel, que c'est machin. C'est juste la forme que prend le jeu pour que tu puisses faire ton truc. Et tu t'apercevras que des trucs rocambolesques, où tu dis mais comment on va se sortir d'une situation pareille, se débloque en une demi-journée, en une minute, en un coup de fil, lorsque l'énergie qui sous-tendait ça a été comprise et remise en circulation. C'est extrêmement rapide, extrêmement efficace. Dès que tu as compris en fait ce qui s'agit en dessous et que tu apportes la réponse, ça se remet à glisser.
Ça, c'est quelque chose que j'apporte en stage dans mon point de regard. C'est-à-dire qu'on peut voir ensemble, ben voilà, moi je dis ça, je dis ça, je dis ça, je peux dire en dessous de tel événement, l'énergie c'est ça, en dessous de telle relation, l'énergie c'est ça, la clé de la sortie c'est ça, ça ou ça. Donc c'est une solution que de venir voir comme ça qui peut apporter un point de regard différent. Mais je dois quand même préciser que la vie fait déjà tout à fait le boulot d'elle-même. Il n'y a pas besoin d'un point de regard extérieur. C'est-à-dire que la façon qu'a la vie de vous renvoyer votre matière est déjà ce qu'il fallait en comprendre. Lorsque vous voyez une scène apparaître dans votre vie, c'est très facile d'en déduire ce qu'elle est en train de vouloir vous faire faire. Quand ton propriétaire débarque chez toi et te dit qu'il faut déménager, c'est très facile d'en déduire qu'il y a quelque chose qui est encrouté, qu'il s'agirait peut-être de se bouger un petit peu. Quand le flic vient injustement, alors que tu as dépassé de 2 km/h, te dire « Ah, mon petit père, vous allez en prendre plein la gueule », quand tu vois la scène, tu peux comprendre que tu es face à papa et qu'il va falloir enfin oser une autre relation, une autre façon d'entrer en relation avec ce papa. Tu vois, la scène, elle parle d'autre chose. Mais la façon dont elle vous parle, c'est ce qu'il fallait en comprendre. Elle vous parle avec vos critères pour que vous la compreniez. Et ce que vous en comprenez, c'est ce qu'il fallait en comprendre. Il n'y a pas besoin d'un thérapeute, il n'y a pas besoin de guérisseur, il n'y a pas besoin de prophète, de gourou, il n'y a pas besoin de Franck. Vraiment du tout. Enfin, je veux dire pas de moi, mais de type comme moi. Il n'y a pas besoin de ça. Je suis vraiment en train d'amener un son, c'est-à-dire je dis, ben voilà, moi je propose ça dans la vie, je propose de vous amener dans ce point de regard-là, et je dois honnêtement aussi vous dire, vous n'en avez pas besoin. Clairement. Les problèmes qu'on a comportent leurs solutions. C'est ce que j'essayais de t'exprimer en même temps tout à l'heure, tu vois. Mais dès qu'on aborde la question médicale, je fais très attention. Mais nos problèmes comportent leurs solutions. C'est la même énergie. C'est la même chose. Par rapport à la prise de choix, justement. Oui. Alors quand par exemple... Toutes ces expériences qui nous arrivent... Donc par exemple, lorsque... Eh bien si en fait l'expérience commune c'est d'avoir une difficulté à faire un choix, c'est assez facile d'aller voir, toi tu connais ton histoire, tu as vachement bossé sur toi, donc tu dois pouvoir aller remonter à quand le choix a été entre papa et maman, quand le choix a été entre la vie et la mort, entre machin, hein, donc tu connais ça, et donc tu sais que un choix anodin comme de dire pizza au fromage ou pizza aux olives devient en fait pour l'énergie en dessous de la force une question de survie. Donc là où les gens pourraient dire, vas-y, décide, tu dis, mais je peux pas. Mais pourquoi tu peux pas? Parce qu'en fait, en dessous, au niveau de l'énergie, c'est de la survie. Mais une fois que tu as capté quel était le premier truc, c'est-à-dire, j'ai l'impression que quand je choisis pizza aux olives, je tue maman, et quand je choisis pizza aux anchois, je tue papa. Quand tu as identifié le truc, là, c'est facile de faire le saut, de dire, allez, ni l'un ni l'autre. Et hop, tu sautes dans le jeu en conscience en disant, filez-moi des lasagnes, mais tu sais que dans ce jeu tridimensionnel-là, tu es en train de dire stop à ce choix-là. Aujourd'hui, je n'ai plus à choisir, ou machin, mais voilà. Plus ta question est concrète, plus je réponds concrètement. Là, j'ai renvoyé dans le groupe, mais aussi parce que tu restais loin de l'énergie qui t'occupe. À distance respectueuse de la vie de... Juste avant, s'il y a juste avant, pas de pizza. Et qu'on ne peut pas prendre des lasagnes, qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut revenir tout au début, tu sais, de ce que j'expliquais, c'est-à-dire que quand on regarde la vie en disant je n'ai plus le choix, c'est qu'on n'a pas vu qu'on avait pris une décision avant qui nous avait coincé dans ce choix-là. Donc dans cette situation-là, j'irai voir dans un sens. J'ai décidé par exemple si... Non, je renvoie ça dans le groupe, mais en prenant un exemple. Si une femme dit l'amour, pour vivre l'amour, j'ai besoin d'une entente intellectuelle, et pour dire pour l'amour, j'ai besoin de sexe, mais que dans sa structure, les choses ne vont pas ensemble, elle se retrouve avec ses deux pizzas. Mais ça correspond à deux choix intérieurs que toi tu as posés. C'est toi qui crois que l'homme qui te fait jouir ne peut pas être celui
qui représente le Père et le divin. Lui, il doit être pur et sans tache. Et c'est toi aussi qui te partages avec ta sexualité. Dans un truc où il y a la sainte et la pute. Pardon pour le terme, mais j'essaye de faire deux catégories. Mais c'est ça. Et dans Marie la Sainte, Marie la Pute, bah, tu as ces deux énergies-là. Donc tu te retrouves avec deux pizzas. Une pour Marie la Sainte, une pour Marie la Pute. Mais ça correspond à une décision intérieure. C'est quelque chose qui... Pardon, parce que je suis arrondé. C'est quelque chose qui me rend depuis pas mal d'années. C'est un copain que j'avais perdu dans l'armée qui était mort avec ma chemise. Et il me cherchait partout pour que je puisse lui prêter la chemise. C'est cette chemise absolument voulue. Il est mort aussi avec cette chemise-là. Et ça me rend, ça fait plus de 40 ans. Parce que ça s'est passé en 1960. C'est beau, c'est une histoire de dignité là. Donc ça s'est passé en 72 et je devais être derrière ce Solex là, justement c'était une mobilette, ce qu'on appelle Solex. Mais en fait j'ai la réponse, mais je ne sais pas si ton mental est prêt à accepter la réponse et la question va être longue. Parce qu'elle est longue cette histoire aussi. Oui, c'est pour ça, comme j'ai pas envie de l'entendre entière. Donc c'est pourquoi j'aime pas dans les détails trop, je vais directement. Et puis ce jour-là il est parti. Et quelqu'un est arrivé, donc c'était la mère de mes enfants qui attendait justement un gosse. Et elle était partie, c'est long, c'est pourquoi je dis que je dis un petit peu plus vite. Elle est partie, elle était retournée, parce qu'elle me dit qu'elle pensait à moi. Et ce jour-là, justement, nous on devait sortir, puisque j'étais militaire, caporal chef, je me souviens à l'époque, et on devait sortir pour aller un petit peu draguer un petit peu partout. Puisque c'était un samedi, et je ne suis pas. Ce qui fait que. Non, si vous avez. Bon, parce que c'est justement. Parce que si je suis là, aujourd'hui, je pense que. Ça devait être toi. Ça devait être moi, parce que mais je étais derrière la. Alors, non, mais parce que. Je vois en fait toutes les étapes qui sont nécessaires pour qu'on comprenne ce que tu vas nous exprimer. Oui, alors mais oui, ça paraît curieux, tridimensionnellement. Oui. Alors, des fois, je rêve, parce que ça s'est passé en Italie, je rêve que des mauvaises choses, justement. Et comme si je suis pris un endroit où il fait noir, tout est vieillot, et je me dis, mais comment je vais voyager pour revenir chez moi? Sortir de Lugano, c'est dans un rêve. Moi, je vous dis que c'est long à expliquer. Alors, je préfère que vous puissiez me donner une petite idée là-dessus. Oui. Oui. Pour moi, ça devait être toi qui devais partir au moment-là. C'est toi qui devais mourir le jour-là. Il y a eu un accord avec lui. Dans ce rêve-là, il y a eu un accord avec lui. Dans la matière en dessous, il y a eu cet accord. Lui, il avait besoin pour, j'ai envie de dire, valider la transaction, d'avoir un objet de toi. Ça a été cette chemise. Mais il y avait en même temps la notion de dignité qui allait avec, de mourir en chemise. Pour lui, ça comptait. Et il y avait encore une autre dimension. C'est comme si la mort ne l'aurait pas reconnu s'il n'avait pas porté ta chemise à toi. Tu comprends? Voilà. Il faudrait affiner, mais je sens qu'avec toi, ça va comme ça. Je voudrais parler d'un truc qui m'a fait beaucoup parler, parce que j'avais dit, c'est les conversations entre vous et vous. C'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a parfois je sors des situations qui sont un petit peu qui sont pas agréables pour moi. Et je me rends compte qu'en fait, je me parle à moi-même en fait. Et je parle et j'ai un discours assez très excusez-moi. Non,
ici j'ai la solution. Du coup, alors, le ressenti que j'ai, c'est le rythme en fait. Et je me rends compte que ça n'appelle le rythme, mais j'ai déjà la réponse à ma question. Je me dis, oh là là, mais pourquoi j'ai cette question si j'ai la réponse alors? Ça va. Parce que tu essayes de faire plaisir aux adultes en jouant dans leur monde, avec leurs paramètres, avec leurs batailles, avec leurs questionnements, leurs peurs, leurs angoisses. Tu essayes de jouer avec ça. Et ça sonne toujours faux, tu es toujours obligé de faire semblant de jouer avec eux à ça. Parce que toi, tu sens plutôt la vie qui entre sous tes pieds, ça vient naturellement, ça sort naturellement. T'es une pierre, t'es un végétal, t'es un animal, t'es un tout. T'es la vie qui s'exprime naturellement. C'est pour ça que t'avais la chose qui est la bonne question, qu'au fond de toi, il n'y a aucune inquiétude. Mais quand tu sens que les adultes voudraient que tu t'inquiètes, tu joues à t'inquiéter. Quand tu sens que les adultes voudraient que tu prennes conscience de l'importance des choses, tu joues à prendre conscience de l'importance des choses, mais quelque chose au fond de toi te dit depuis le début que tout est fait pour ton plaisir, qu'il n'y a pas besoin de lutter, que c'est facile, que tu es en accord. Il y a une espèce, tu vois, de confrontation entre ta nature profonde de liane, que je te vois comme une liane tout le temps. C'est énergétiquement, tu me montres une liane avec deux fleurs, quelque chose que je ne connais pas, qui n'est pas le bon nom là-bas, mais qui est bien du tien, et qui est une liane à fleurs. Et cette liane à fleurs, elle joue de temps en temps à être un enfant d'homme. Dans les moments-là, tu joues avec les sentiments des hommes, leurs douleurs, leurs peurs, leurs angoisses. Il faut bouger, il faut absolument, il ne faut pas. Et tout ce jeu-là. N'oublie pas besoin de ça. Respire-le à plein poumon. Respire-le tranquillement. Tu n'es pas venu vivre les mêmes vies que nous, si tu veux. Tu arrives déjà tu n'es pas venu vivre. Ils sont en charge à l'étage du dessus, tes parents. Tes parents sont tous les deux des gens qui ont décidé d'arrêter la lumière, c'est-à-dire d'arrêter les mécanismes de leurs parents et de leurs parents et de leurs parents. Et ils te laissent une terre vierge en dessous. Alors eux, ils sont encore porteurs de peur de leurs parents, mais ils ne te les lèguent pas, si tu veux. Ça ne pèsera pas dans ton sang, ça ne pèse pas dans ton énergie. Donc, c'est pas la même préoccupation. Voilà, il n'y a pas de... Ne te force pas à vivre l'horreur un petit peu. J'ai un faux mémoire de 14-15 ans, ce qui s'est passé avant. J'ai des grosses flashs. Et du coup, je ne sais pas si je dois escalader ou pas. J'ai une copine dont tu te souviens, vous avez 8 ans, 9 ans, une histoire de glace, corde à sauter. Je vois le truc, et comment c'est soit un bilboquet, une corde à sauter ou un cordon de glace. Moi j'ai des images, je passe par toi pour les avoir, donc tu les as aussi. En fait, c'est parce que tu crois qu'il y a un abus avant et tu essayes en fait de ne pas t'en souvenir parce que tu ne voudrais pas te rendre compte qu'il y a un abus. Ça te parle pas? Comment c'est foutu toi de ton conscient, vraiment sans te faire un gros schéma, de quoi tu te rappelles? De ma cour d'école, de mon bâtiment,
Et pourquoi? Parce que je retiens aussi. Je voudrais juste, en fait, moi, ce que tu m'exprimes, c'est que quand tu dis j'ai un gros problème, je ne me souviens pas, ici, en fait, on est tous dans le même cas que toi. C'est-à-dire qu'avant 14 ans, on a 3 photos qui nous font souvenir, 3 histoires de papa et maman qui nous font un autre souvenir, 3-4 images à nous qui nous font un autre souvenir, et ben on n'a que ça. Mais pour nous, c'est pas un gros problème, on s'en fout. Et toi, c'est un gros problème. Et c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi c'est un gros problème, toi? Parce que du coup, je sais pas trop qu'est-ce que j'ai fait avant, qu'est-ce que j'ai vécu, pourquoi. Et on est dans l'énergie dont je suis en train de te parler. C'est que tu crois qu'avoir des blocages aujourd'hui venant d'un truc que tu aurais vécu dans cette période. C'est marrant, quand je le dis comme ça, c'est que tu ne le relis pas, mais quand tu le dis toi, ça marche bien. Donc tu vas le voir toute seule. Tu vas le voir toute seule. Lorsque tu me dis que pour toi c'est un gros problème de ne pas pouvoir remonter dans certains souvenirs, c'est parce que tu cherches un souvenir qui comporterait quoi? Une clé peut-être qui pourrait débloquer une situation d'aujourd'hui? Je sais pas. Pourquoi c'est important pour toi de... Si tu sais, tu ne cherches pas. Sinon tu t'en fous. Tu vois, c'est un truc pourtant évident, là, tout simple. Quand le mental fait un bug comme ça, c'est en train de toucher une de ses cachettes. En fait, il fait des faux miroirs pour dire il n'y a rien derrière. Et bon, après il fait ce jeu de cachette. Mais je vais t'exprimer mieux que ça. Mais je l'essaye, parce que le mental fait un début. Ce qui te fait nommer ça un gros problème, c'est qu'il y a quelque chose que tu crois qui est arrivé et qui pose un problème aujourd'hui. J'ai même envie de dire, puisque je peux me permettre dans le groupe qui est ouvert, de dire lié à la sexualité. Et c'est pour ça que je te parle d'elle. Je pense que tu crois avoir un blocage aujourd'hui au niveau de la sexualité dû à quelque chose que tu aurais vécu à une époque et dont tu ne te souviens pas parce que c'est trop horrible ou parce que tu ne veux pas savoir qui ou quoi ou la circonstance. Et voilà, moi, ce que je ressens dans ta phrase. Pourquoi je crois ça? Tu crois ça parce que tu cherches une solution à l'extérieur pour justifier en fait ta peur de l'autre aujourd'hui, qui est en réalité une peur de l'engagement. Chose que tu dois retrouver dans la relation avec tes hommes où tu dois avoir l'impression qu'ils ne s'engagent pas à ça. Tu dis pas ça? Ça va? Parce que en fait, moi je ressens une peur de l'engagement. Oui, la peur que ça aille trop loin. Quand j'ai été trop vite, comment j'ai dit ça? Oui, si, c'est bien ça. C'est bien là-dessus que je vois. C'est-à-dire que pour moi, le problème que tu, apparemment, je ne sais pas que tu as, mais que tu cherches une solution quand même dans ton passé, c'est ça. Hein. Tu vois que ton mental bug, non? Vous voyez pas. Est-ce que dans le groupe, en fait, vous pouvez ressentir ce truc-là? J'aurais juste vous montrer un des fonctionnements du mental. Le mental, là, nous dit j'ai un gros problème, j'arrive pas à me souvenir de quelque chose. Et on voit bien en fait que le souvenir que le mental cherche, c'est une clé pour comprendre quelque chose d'aujourd'hui. Mais en fait, quand on regarde aujourd'hui, le problème n'existe pas. Donc on va chercher une clé pour un problème, mais quand on doit dire mais alors tu veux la clé de quel problème? Ah ben je sais pas, j'ai pas ce problème. Alors pourquoi tu veux absolument la clé? Et c'est une des plantes du mental. Là en fait, il y a un déni sur le truc. En fait, c'est pareil, je peux le bouger en stage parce que le groupe est formé et on peut parler de choses plus profondes, mais là, il faudrait qu'on investisse certains domaines d'intimité finalement, ou plus profonds de ta vie, je ne peux pas faire en groupe. Non, mais c'est normal, mais c'est là qu'on va en fait. Mais moi, je crois que tu sais où je vais, clairement. Oui, donc pour répondre un peu à ce qu'on vient d'échanger là, il est vrai que parfois le mental, quand il veut nous cacher quelque chose, il nous envoie chercher des souvenirs qu'on n'a pas besoin d'aller chercher. Le problème, il est devant nous, mais comme il sait qu'on risque de le trouver, il nous force à aller chercher ailleurs un problème qu'on risque de découvrir. Et quand il ne veut pas qu'on le découvre, on peut aussi chercher un artefact pour nous dire la solution est ailleurs, ne cherche pas, la cherche ailleurs. Mais c'est pas qu'il ne veut pas qu'on le découvre.
C'est simplement un fonctionnement mécanique. Il n'y a pas une intention derrière le mental. Il n'y a pas une intention pour le mental d'être... tiens, je vais faire chier. Je vais l'empêcher de grandir. Il n'y a pas ça. Le mental, effectivement, lorsqu'il se trouve face à une situation, il va chercher dans la banque de données la dernière fois qu'on a vécu quelque chose de similaire et il te ramène l'état d'être correspondant. Voilà. Donc la dernière fois, par exemple, tu es dans une situation, ta femme va danser et elle va boire un coup, elle va rentrer éméchée et machin. Ton mental va regarder la scène, remonter dans la banque de données. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai vécu ce truc-là? Elle a couché avec un autre et ça a été le drame. Eh bien, là où juste elle est partie danser, elle a bu un coup et elle rentre, toi tu es en plein plongé dans un drame parce que ton mental a été cherché la dernière fois que tu t'es retrouvé dans cette situation et il te ramène le drame de l'époque. Alors que là, elle a juste dansé et bu un coup, il n'y a rien. C'est comme ça que le mental fonctionne. Il va chercher dans sa banque de données. Ok. Je vais poser une question personnelle. C'est tellement un problème, c'est parce que souvent on rajoute trop de mental au niveau des choses. Le mental ne crée pas beaucoup, alors que le sel c'est au niveau de la création, donc là on a une ouverture qu'il faut s'accepter à faire avant de faire quoi que ce soit, même dans la création ou autre chose. Il faut réussir à lâcher le mental ou à se dire voilà, déconnecter ça, et c'est juste le cœur qu'on passe au cœur. Oui, mais moi comme ça, c'est des phrases qu'on manipule de maintenant 10, 20, 30 ans. Il ne faut pas le mental, il faut juste être. Ça ne change rien à nos vies, ces phrases. On les sait et on en est toujours là. J'ai envie, dans ce cas-là, de ramener le mental à la 3D, c'est-à-dire je l'accepte, je le prends comme j'accepte mes 3 dimensions, comme j'accepte ma matière, j'accepte mon mental. Ça n'est pas un ennemi. Le mental me montre la forme des choses. Sans mental, vous n'auriez jamais vu vos gosses, vous n'auriez jamais vu vos parents, vous ne sauriez pas ce qu'est une fleur. Sans mental, pas de forme. Sans forme, pas d'expérience. Point barre. Donc oui, il y a un aspect du mental qui est répétitif parce qu'il construit notre réalité à partir d'une banque de données. Donc on se retrouve dans des boucles et machin. Il y a plusieurs aspects dans le mental, d'accord. Mais sans mental, pas d'expérience relative. Sans expérience relative, on ne fait pas l'amour, on n'échange pas, on connaît l'amour, mais on ne fait pas l'amour. Dans ce plan relatif, on fait, on est dans le faire, on est dans l'avoir, on est dans le paraître. Et on ne peut pas le faire ailleurs. C'est ici qu'on peut faire ça. C'est ici qu'on peut sentir les cheveux de nos gosses. C'est ici qu'on peut les serrer contre nous. C'est ici qu'on peut pleurer nos morts. C'est ici qu'on peut respirer la vie, avoir les boules et être content. C'est ici qu'on peut trébucher et se relever. C'est ici qu'on vit. C'est là qu'on expérimente. Par rapport à tout ça, justement, moi, ces derniers mois, ces dernières périodes de ma vie, j'ai eu beaucoup de vertige. Et aussi par rapport au mental, aux croyances, à l'analyse, et ça veut dire ci, et ça veut dire ça, et du coup une perte de repères. Et donc... Tempérament. C'est tout simple en fait. On a ici pour ceux qui viennent, vous avez sur le coronal le lien avec l'étage du dessus qui arrive en une colonne de lumière, si tu veux, et finalement elle nous tient verticale. Et là au-dessus, tu as père, ton papa et le père, les deux, enfin tu vois. Et quand le père s'en va, il y a... Ça n'est pas arrivé vraiment il y a 10 ans. Alors tu regardes à nouveau sur l'autre père. C'est une perte de direction. C'est une perte de direction et du coup justement et j'essaye vraiment de rester ancré, d'être dans le concret, dans la matière, dans le corps justement et dans cette partie tridimensionnelle dont tu parles. Et là c'est vrai que je me sens parfois séparée de ce corps et de ce père spirituel. Et donc c'est vraiment un effort pour moi de relier en fait. Oui, je comprends. Je comprends le phénomène. La difficulté que tu ressens pour rentrer profondément en contact avec toi peut venir du fait, depuis là où je regarde, que tu es fondamentalement intuitive et terrestre, et que tu as basculé il y
19 ans, 18 ans, je sais pas, un truc comme ça, en mode yang, en commençant en fait de devoir prendre des responsabilités et assurer quelque chose toute seule. Et tu t'es mis à contrôler. Donc tu es vraiment basculé d'un truc complètement sauvage et intuitif à cadrer, contrôler. Et tous ces jeux-là, on peut balayer tout ça, toute la sémantique autour de ça et tout le blabla qu'il y a eu autour de ça et revenir à cette petite vérité toute simple. Si tu regardes ta vie aujourd'hui, il n'y a plus besoin de tenir. Ceux que tu avais besoin de protéger ont grandi. Tout va bien, tu peux relâcher et tu pourrais peut-être retrouver ton ligne, laisser faire. Ce qui m'amène dans tout ça, c'est que quand je regarde qu'est-ce qui t'empêche de retrouver une connexion profonde avec la Terre, c'est le contrôle. Ça me répond contrôle en fait. Donc je crois que tu es en train d'essayer de contrôler ta descente vers la Terre, contrôler l'échange d'amour avec Gaïa, contrôler l'ouverture du bas. Donc amener du contrôle dans l'intuitif, ça ne marche pas. Contrôler son ouverture ne fonctionne pas. C'est une ouverture qui marche à la rebelle. Je ne peux pas contrôler. Donc évidemment, on choisit. Depuis là où je regarde. Non, depuis là où je regarde. Je sais accepter ta vérité en même temps. C'est tout simultané. C'est que tu choisis pas et tu choisis et en même temps tu vis dans l'instant. Débarrassons-nous de la sémantique. Débarrassons-nous de tous ces labyrinthes mentaux qui nous empêchent simplement de respirer notre nature. Tu as besoin de quoi? En 2 mots. Respirer ton intuition, bouger quand tu sens que ton corps veut bouger, plutôt que de d'abord te demander s'il y a attendez, qu'il faudrait peut-être que je. C'est ça que tu cherches. Tu cherches vraiment à laisser parler ton corps avant, passe par le corps. Danse, agis, cours. Tu es déjà dans ta solution. Et voilà. Il y a cette notion de contrôle. Tu es en train de contrôler quelque chose que tu ne devrais pas contrôler si tu voulais trouver ce que tu veux. La vie t'emmène tous les jours une scène où tu as l'occasion de dire je contrôle ou je relâche. C'est un fils? C'est une fille? C'est la fille, c'est pour lui. Aristi apparaît dans ma réalité. Oui, après 3 heures de Pékin Express pour venir ici, je suis heureux. Alors, alléluia. Ma question, la dernière fois tu m'as émis un schéma particulier et j'ai 2 questions. Comment moi je fais pour débloquer un schéma, ce schéma-là en fait, ce schéma de parasitage et tout. Et la deuxième question c'est quelle est ma mission dans cette incarnation et professionnellement? Alors, le parasitage vient du fait que tu es tout le temps en train de nous projeter un faux Aristi, un faux personnage, que tu viens nous agiter ça sous le nez avec un surjeu de toutes tes émotions. Quand tu es triste, tu es super triste. Quand tu es malade, tu es super malade. Quand tu es content, tu es super content. Tu viens de te taper 3 heures de Pékin Express. Donc déjà, voilà, tu as grossi le truc, tu es juste venu en bagnole et tu as été ralenti. Et tu nous dis, et je suis très heureux d'être là, il y a encore un autre mensonge, qui est encore un truc surjoué. Et c'est, comme je te l'ai exprimé la dernière fois, à chaque fois que tu vas continuer de faire son cinéma, tu vas continuer de le vivre. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça demande juste à être regardé. Quant à la deuxième question qui est de ta mission et professionnellement, ce qui est derrière, quelle est ma mission sur Terre, c'est une question égotique de vouloir un poste particulier, alors qu'il s'agit juste d'accepter d'être en vie. C'est déjà la première étape. Et quand on aura accepté d'être en vie, on ne sera plus obligé d'envoyer des mannequins à droite à gauche pour jouer les guignols à notre place parce qu'on n'ose pas être en vie. On pourra sentir en fait que notre mission c'était de vivre. Mais tant qu'on a encore cette frustration, si tu veux, de trouver le calme dedans, s'exerce encore cette attraction hollywoodienne d'avoir une mission, d'avoir un rôle.
Mais ce rôle, c'est d'être à Reski et de vivre ça tranquille. Tu es déjà la clé que tu dois être pour nous. Ici et maintenant. Quand tu as professionnellement, quand tu le dis, ça sonne que tu as déjà un boulot. Quand tu cherches un boulot ou quoi? Bah, le truc, c'est que oui, j'ai une activité professionnelle et en même temps, je sens que j'ai énormément de potentiel pour faire d'autres choses. Mais ça reste au stade de potentiel, en fait. Oui, alors ça, si tu veux, je le renverrai dans... Des fois, j'ai des gens qui viennent me voir en stage et qui me disent j'ose pas mettre les mains, j'ose pas donner, j'ose pas parce que je suis trop puissant. Je suis trop puissant. Ça me fait peur. Ça me fait peur, je suis trop puissant. Et là, je renvoie, vas-y, fais voir le trop puissant. Vas-y, écrase-moi là voilà. Vas-y, écrase tout là. Vas-y, envoie tout là. On a des souvenirs de nos puissances, mais pour les recontacter dans cette matière, là où on a oublié ce qu'on était, entre le souvenir et la matière, il y a des réalités, disons, différentes. Je t'engage non pas à rester dans le souvenir de j'ai un énorme potentiel, mais respire-le, dis-le, vas-y. T'as un énorme potentiel, montre, lâche-le, lâche-toi. Tu comprends? L'énorme potentiel, en fait, on l'a tous. C'est quoi la différence? Le vivre. Disons un potentiel autre que ce que je fais, c'est ce que oui. je voulais dire par là. Je savais que c'est ce que tu voulais dire, mais en fait, derrière, c'est je juge ce que je fais comme n'étant pas assez hollywoodement spirituel par rapport à qui je voudrais représenter. C'est trop terre à terre pour ma carte de visite dorée que je voudrais avoir. Donc je cherche une validation extérieure pour avoir le droit d'aller présenter un autre guignol qui surjoue encore plus, plutôt que le petit gars de l'ombre que je devrais simplement accepter d'être, avec ma sensibilité, mon amour, ma joie de vivre. Je dois préciser pour tout le groupe que face à l'orgueil, il y a toujours l'humilité. Et si vous pouvez ressentir, comme moi je ressens l'orgueil d'Areski, je peux me permettre de lui parler comme ça parce que je suis en contact avec son humilité en même temps. Je sais qu'un tel orgueil ne peut être vécu que dans l'humilité. Sinon, comment pourrait-il en faire l'expérience? Et c'est pour ça que je peux lui rentrer dedans comme ça et lui dire arrête ton cinoche, sans que ça fasse de vagues. J'aurais fait ça à n'importe qui d'autre, on l'aurait pas accepté pareil, alors qu'on est prêt à rire de lui parce qu'on l'a vu depuis un certain angle de vue. Et je voudrais que chacun puisse faire le chemin de voir que, voilà, les choses ne sont pas aussi binaires que ce qu'on veut bien voir. Merci en tout cas. Je crois que voilà, tout doucement, vous savez maintenant à peu près quel est mon son, puisque l'idée c'était pas venir de brasser des vérités. Ce que je dis, c'est mon point de vue. J'ai déjà plongé dans des angles de vue où tout ce que je viens de nommer était faux. Et ça me paraissait carrément faux. Et d'autres angles de vue où je disais les mêmes mots et ça me paraît donner le sens de la vie. Et ça n'est pas la vérité. Car la vérité, vous la fabriquez depuis votre point de regard. Vous êtes exaucé, votre point de regard devient toujours vrai, et c'est ça la réalité. Et ce que je dis n'est vraiment pas la réalité. C'est mon point de regard, mon cheminement, mon angle de vue. Mais il n'y a pas de source extérieure à vous. Ce que vous comprenez devient vrai, vous êtes tout le temps validé, et si vous pensez quelque chose, ça devient vrai pour vous. À aucun moment, je peux te renvoyer et entrer avec toi, ou avec n'importe qui dans une lutte par rapport au système de croyance, car je me glisse facilement là où tu regardes, et je vois ta vérité, et je la trouve magnifique, et c'est la tienne. Et si ta vérité c'est de dire je chie sur la vérité, je comprends que c'est la tienne. Et c'est facile à accepter. Plus j'accepte les points de vue des autres, plus je suis riche de facettes. Voilà, je vais finir là-dessus, sur cet exemple-là. Envie de te faire. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Je crois que tu vas avoir des stages qui vont suivre quelques conférences. Oui, il y a un stage qui va suivre le week-end prochain.
qui consiste en quoi? En fait, je travaille pendant 2 jours où chacun en fait peut poser ce qu'il a envie de faire bouger. Et j'apporte mon point de vue plus le sien, le jeu de miroir faisant le travail. On se transforme en 2 jours simplement dans ce jeu de miroir. C'est un peu difficile à décrire, je ne sais pas pour ceux qu'on a vécu. C'est un peu ça, mais dans un autre niveau d'humour, d'intensité, et puis on passe aussi par le corps quand c'est nécessaire. C'est fluide, mais en tout cas c'est aussi doux que ça. Mais je pourrais pas dire comme ici, parce qu'ici il y a quelque chose que je ne fais pas, c'est un groupe. Quand je suis en stage, je fais un groupe. Et quand ça fait une demi-heure qu'on est ensemble, je peux vous assurer que la timidité et la pudeur est rangée au placard et on est vraiment dans un truc tranquille où on sent qu'on n'aura rien besoin de déballer. Avec mon point de regard, il n'y a pas besoin de déballer. Ce qu'on ne veut pas montrer, on ne le montre pas. Et souvent, en fait, c'est simplement les gens qui de même disent attendez, j'ai un truc à vous partager et qui vont partager le truc parce que en fait ils ont envie, ils en ont besoin, ou je sais pas, mais c'est pas nécessaire. On travaille en souplesse, dans la pudeur, et ce que je fais bouger chez les gens, je le fais bouger chez moi. Voilà, c'est clair, c'est posé. Je n'irai pas voir un reski dans son orgueil sans voir moi et mon désir d'être magnifique, d'être voilà, je peux pas ne pas le voir chez moi. Et si je veux bouger le truc chez lui, il faudra que j'aille le voir chez moi. Et voilà. Voilà, ça fonctionne comme ça. C'est assez fluide. Moi, je me mets simplement avec mon point de regard à votre service pendant 2 jours, c'est ça. Et donc, on va voir tout ce que vous avez envie de voir. Voilà, tout et n'importe quoi. Alors là, c'est libre. On m'a déjà emmené dans tous les endroits possibles. Moi, je suis... Merci.